Voilà, donc c'est vraiment une discussion ouverte. C'est le but. On n'a pas préparé de questions ou quoi que ce soit, donc allez-y, n'hésitez pas. Eric est là pour ça. On en a quoi? On se donne une heure et demie. Comme vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à lui poser des questions, n'ayez pas peur, on ne va pas vous manger, tout va bien se passer. Voilà. Eric, explique-nous un peu ce que tu fais faire dans la vie. Ok. Je vais essayer de commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Eric Bezard. J'ai entendu le mot entrepreneur. À la base, je n'étais pas vraiment destiné à ça. D'ailleurs, je ne sais même pas encore si je suis un entrepreneur, mais bon, voilà. J'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai commencé en recherche pharmaceutique. Et puis après, j'ai travaillé dans des grands groupes. Donc, c'est pas vraiment d'entrepreneuriat, tout ça. Et ensuite, j'ai fait un MBA, donc là aussi, mais pas vraiment en option entrepreneur, c'était pour faire de la finance. Et ensuite, j'ai rejoint une banque d'affaires qui s'appelle Crédit Suisse. Donc, assez loin tout ça de l'entrepreneuriat. Et puis après, je suis retourné dans la pharma, toujours dans la finance. C'était plus petit, la taille de la boîte était un peu plus petite. Je suis passé de Crédit Suisse, et avant c'était Shell, et avant c'était Procter & Gamble. Donc, vous voyez, plus de 100 000 personnes à chaque fois. Pas vraiment entre des startups, ou alors des startups assez âgées depuis très longtemps. Et j'ai rejoint déjà un groupe pharmaceutique plus petit, et à l'époque c'était 200 millions de chiffre d'affaires, mais déjà on est loin de la startup. Et c'est après que j'ai rencontré en fait une société qui a fait que j'ai passé le pas. Alors est-ce que c'était de l'entrepreneuriat? C'est une société qui à l'époque faisait déjà une trentaine de personnes et était en train de décoller. Donc je l'ai rejoint pour l'accompagner dans son développement. C'était dans le domaine du logiciel. Et à partir de là, après un passage éclair dans un LBO de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était le DAF d'une activité, qui n'était vraiment pas de l'entrepreneuriat, je me suis complètement réimmergé dans la vie des entrepreneurs, non pas en entreprenant moi-même, si ce n'est que j'ai créé ma société de conseil et d'accompagnement pour les entrepreneurs, mais justement en travaillant pour des entrepreneurs et des startups. Donc, ça fait maintenant depuis 6 ans que je travaille avec des sociétés de toute taille, mais généralement des petites sociétés qui parfois n'ont pas encore de chiffre d'affaires, parfois en ont un peu, parfois sont en train de grossir rapidement. Et si on peut dire que je suis un entrepreneur, écoutez, je me ferai un plaisir de partager avec vous sur les problématiques que j'ai vues, notamment donc, quand j'ai accompagné cet éditeur de logiciels, que j'avais rejoint en 2005. Et puis les entrepreneurs avec qui je travaille tous les jours, à leur côté, sur toutes les problématiques qui peuvent se présenter depuis la création de la société jusqu'à éventuellement sa cession en fin de parcours. Est-ce que quelqu'un a déjà des questions? Je ne sais pas. Vous parliez que vous aviez aidé un éditeur, enfin vous étiez rentré dans... Je suis un éditeur de logiciels. Éditeur de logiciels, c'était quel genre de logiciel? Alors c'était des logiciels pour la gestion des risques pour les institutions financières. Donc là on était en plein cœur de la FinTech. Et la société qui s'appelait Ferma à l'époque, elle a été rachetée depuis par un groupe américain, donc si vous tapez Ferma, il y a peu de chances que vous retrouviez trace de cela, a été spécialisée en particulier dans le reporting pour le ratio BAL2. Donc le ratio BAL2, ceux qui connaissent un peu le monde bancaire, c'est une obligation de fonds propres réglementaires pour pouvoir faire un certain nombre d'activités. Si vous n'avez pas ce ratio-là, et après la crise de 2008-2009, on est passé à BAL 3, la réglementation BAL 3. Donc en gros, c'est du reporting réglementaire. C'est un logiciel qui permettait de faire le calcul. À côté de ça, il y avait toute une suite logicielle qui était liée sur la gestion des risques. Il y avait un logiciel d'asset liability management, des logiciels de value at risk ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment destiné pour le chief risk officer et le dirigeant des banques pour gérer le risque et l'activité de la banque. Vous aviez des concurrents, un avantage concurrentiel? Alors oui, je pense que c'est intéressant l'histoire de cette société-là pour comprendre comment une start-up qui a une bonne idée peut s'imposer ou pas vis-à-vis
d'un marché qui peut être concurrentiel. Alors, je dirais que le premier concurrent qu'avait la société, c'était le développement interne, parce qu'il faut savoir que les banques ont tendance à avoir de grosses équipes de développement interne et ont tendance à développer elles-mêmes un certain nombre de choses. Ça, c'était le premier concurrent, et après, les autres concurrents, ce n'étaient pas forcément des petits players. Il y avait SAP, qui voulait se positionner sur l'industrie bancaire. Il y avait Algorithmics, il y avait Oracle, qui venait de racheter un player indien. Il y avait Mysys, qui est un grand nom du logiciel financier anglais, et puis il y avait surtout SunGard, qui est le Microsoft du logiciel financier. Donc par rapport à ça, c'est sûr qu'on était un peu petit, on était 30 dans un bureau à Saint-Cloud, et le plus petit de nos concurrents, ça devait déjà faire plus d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas forcément sur ce créneau-là exclusivement, mais en gros ils étaient beaucoup plus gros que nous. Comment a fait Fermat pour se différencier? Il n'a pas fait pareil que les autres. C'est-à-dire que si vous faites pareil que les autres, à moins de faire la même chose qu'eux, mais beaucoup mieux qu'eux, c'est-à-dire que vous jouez au tennis, vous avez un coup droit qui est bien meilleur que tous les autres, ok, très bien, vous pouvez être le numéro 1, mais globalement, vous faites un coup droit et un revers. Bon, voilà. Il faut cliquer pour faire beaucoup mieux, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui vous dépasse. Donc si vous voulez vraiment gagner un marché, il faut faire différemment. Et là-dessus, je pense que les deux entrepreneurs qui ont créé la société ont été vraiment très très forts parce qu'ils se sont différenciés. À l'époque, il faut savoir qu'une licence, c'était une licence perpétuelle quand vous achetez une licence. Il n'y avait pas encore d'abonnement comme aujourd'hui. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'abonnement, ce qui aurait été une révolution, mais ils ont vendu des licences durée déterminée. C'est-à-dire qu'on vendait aux banques des licences d'une durée de 5 ans ou de 7 ans. Déjà, c'était une révolution, il n'y a personne qui faisait ça. Et les gens payaient 5 ans, l'équivalent de 5 ans d'abonnement upfront. Aujourd'hui, ça serait aller voir les clients et leur disant, voilà, vous prenez un abonnement annuel, mais vous me payez 5 ans tout de suite. C'est à peu près ce qu'on a fait. Donc, évidemment, pour financer la société après, c'est quand même beaucoup plus facile parce que vous générez beaucoup de cash. Donc ça, c'est le premier point. Ils ont fait ce qui n'existait pas à l'époque. L'autre point également, c'est que souvent, quand vous créez une société et que vous voulez vous battre sur un marché, vous prenez les experts du marché. Vous recrutez des gens qui connaissent bien pour aller chercher des clients, etc., qui ont un carnet d'adresse. Là, ils n'ont pas fait du tout ça. Ils ont fait autrement. Ils ont pris des gens qui avaient la niaque, qui avaient une tête bien faite, et ils ont appris sur le tas avec les deux fondateurs ce qu'était le marché bancaire, la gestion des risques dans une banque, etc. Donc au lieu d'aller débaucher chez SunGard, etc., des gens qui auraient coûté très cher, on a recruté des gens qui étaient très motivés, qui ont coûté beaucoup moins cher, qui avaient le couteau entre les dents, et qui donc ont poussé les portes plus facilement que l'aurait fait quelqu'un qui aurait été recruté à prix d'or chez un concurrent. Aujourd'hui, la tendance que je vois souvent dans les sociétés, c'est de dire « Oh, j'ai trouvé un super expert, je vais le faire venir, je vais l'abreuver de BSPCE. » Ouais. Le gars, est-ce qu'il est vraiment motivé? Bof, c'est pas sûr. Est-ce qu'il va être meilleur? Est-ce qu'il va faire différemment? Vraiment pas sûr. Donc ça, il faut vraiment penser à ça, c'est dire si je veux vraiment révolutionner un marché, comment je suis disruptif sur le marché. Il y a plein d'histoires. Quand j'ai fait mon MBA, il y avait un super bouquin qui a été fait par des anciens de Booz Allen Hamilton, un cabinet qui, je ne sais pas s'il existe encore, qui était justement sur comment être disruptif sur les marchés, donner des exemples de gens qui ont fait des choses très différentes. Moi, j'ai un copain qui a lancé une eau minérale from scratch. Lancer une eau minérale, quand vous avez Nestlé et puis Danone en face de vous, c'est pas évident. Il a réussi à s'imposer, et je suis sûr que vous connaissez toute cette eau minérale, c'est Vadevillers. En plus, c'est pas très loin d'ici. Je connais, j'ai recruté pour eux. Voilà. Donc c'est un copain qui a monté ça. C'est une success story. Mais il a fait différemment. Il n'était pas dans le linéaire des grandes surfaces. Donc ça, c'est vraiment une histoire, un truc à garder en tête. Si vous faites pareil que les autres, vous ne ferez pas mieux que les autres. Un petit peu mieux, ça sera marginal. Mais vous n'emporterez pas le morceau. Il faut vraiment être différent. C'est-à-dire, pourquoi Starbucks a laminé le marché du café aux États-Unis? Parce qu'ils ont fait différemment. À l'époque, c'était Folgers et Maxwell House, des trucs en boîte de fer. Le concept, c'est vous vend du luxe dans un pot et vous partez avec. C'était une révolution dans le café. Ils ont fait autre chose. Donc là, c'est le deuxième endroit où ils ont fait autre chose. On n'a pas pris les gens qui venaient du Sérail. On a pris les gens qui venaient d'ailleurs. On a pris un gars qui venait d'Accenture et qui était un spécialiste des télécoms. Imaginez, ça a été le responsable du pre-sales.
Il n'y avait aucune entrée dans les banques, rien. N'empêche que à la fin, on avait dans le Benelux 100% de part de marché. En France, on avait quasiment toutes les banques comme étaient clientes. À Singapour, on avait 100% de part de marché, 80% de part de marché en Corée, etc. Donc voilà, il y a des moyens de faire différemment. Autre point où ils ont fait différemment, à l'époque, les informaticiens, ils étaient à Paris. Les centres de recherche étaient à Paris. Je crois qu'ils ont été un des premiers à ouvrir un centre de recherche à Grenoble. Pourquoi Grenoble? Ben, c'est un emploi plus restreint, les montagnes à côté, l'ENSIMAG, super. Donc bon, maintenant tout le monde fait pareil, mais à l'époque ils étaient les premiers. Leur centre de recherche, ils ont dit bon, on le ferme à Paris, on le met à Grenoble. Turnover en recherche et développement, zéro. Les chefs de projet restaient chez nous. Fantastique. Pas de débauchage par la concurrence. Donc là encore, ils ont fait différemment des autres. À l'époque, les équipes de développement n'étaient pas en province, elles n'étaient pas dans des villes comme ça. Donc tout ça a fait qu'on s'est retrouvé avec une R&D très performante, avec peu de turnover, des gens motivés, une équipe commerciale vraiment motivée. Les gars, ils venaient pas de ce secteur-là. Et on a fait les choses différemment des autres. Tout du long, on a fait différemment. Et je vais donner un exemple qui va bien illustrer pourquoi c'était pas forcément idiot. À l'époque, il y avait une autre start-up qui s'appelait Allemande. Bon, ça ne dira rien à personne non plus. Allemande, ils faisaient la même chose. Ils faisaient de l'ALM et ils faisaient du BAL 2. Sauf que d'après les fondateurs de Fermat, Allemande, leurs produits étaient meilleurs que les nôtres. Pas de chance. Et Allemande n'a pas fait pareil. Eux, ils ont fait ce que font toutes les start-up. Ils ont levé beaucoup d'argent, pardon. Ils ont recruté des gens venant d'éditeurs de logiciels établis dans le secteur. Et puis au bout de... avant que nous on soit rachetés par un groupe américain, ils ont été rachetés par Maïsis 1,5 million d'euros. Nous on a été rachetés 150 millions d'euros par un groupe américain. Démarré en même temps, produits meilleurs que les nôtres, sauf qu'eux ils ont fait comme ce que font toutes les startups. Je lève des fonds, je vais chercher des experts de mon secteur, j'achète des carnets d'adresses en achetant des commerciaux chez les concurrents. Et ils se sont plantés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Pourquoi ils seraient meilleurs que SunGard ou que les autres en faisant pareil? Nous, on n'a pas du tout le même modèle économique, on s'est autofinancé, on a fait vraiment différemment. Et puis surtout, comme on n'a pas eu de l'argent de l'extérieur, on faisait plus attention à notre argent. C'est-à-dire, vous avez fait comment pour vous autofinancer? Parce que justement, on vendait des licences 5 ans. Donc quand vous vendez des licences 5 ans, alors non, même avant qu'on commence, parce qu'au début, ça a été difficile, au début, ils ont pris un produit de gestion de market risk sous licence. On faisait du credit risk, mais ils faisaient aussi du market risk. Un produit anglais sous licence, pas terrible. Mais ils le vendaient, donc ça faisait rentrer un peu d'argent, et ils vendaient de l'intégration autour. Et pendant ce temps-là, ils développaient leurs propres produits. C'est comme ça qu'ont commencé les deux fondateurs. Ensuite, ils ont fait leur premier produit de credit risk. Puis ensuite, ils se sont dit, il y a un trigger réglementaire, BAL 2, on va s'y mettre. Mais donc tout du long, ils ont pensé qu'il fallait générer tout de suite des cash flows. Générer de l'argent. Donc ils vendaient du conseil. Et puis, ils vendaient des licences, au lieu de les vendre perpétuelles, ils vendaient temporaires et ils demandaient de payer tout de suite. Donc ça faisait rentrer pas mal d'argent. Moi, je suis rentré au moment où ils ont vendu la première très grosse licence. On a vendu ça à ABN AMRO, à l'époque c'était le numéro 1 bancaire en Europe. 6 millions d'euros la licence, pour déployer dans tous les pays où ABN AMRO était installé. Alors ils n'ont pas payé 6 millions upfront, parce qu'il y a une partie qui était à la signature, une partie à la recette, etc., avec des jalons sur le projet. Mais bon, quand vous faites pas beaucoup de chiffre d'affaires, signer un contrat de 6 millions. Voilà. Alors l'autre truc également, c'est que souvent quand vous êtes petit, vous allez voir des gros donneurs d'ordre, parce que leurs clients c'était BNP, Paribas, etc. C'est compliqué, vous n'êtes pas crédible. Pourquoi j'achèterais chez vous, M. Fermat, vous êtes tout petit, vous êtes 30 dans un bureau à Saint-Cloud, alors qu'il y a M. SunGard, M. Algorithmix, compliment sur rue, etc. Juste pour cibler, Algorithmix à l'époque, ça appartenait comment ça s'appelle c'était le même propriétaire que Fitch, c'est une holding française qui détenait ça. Donc derrière, il y avait quand même de l'argent. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont accoquinés avec une société qui s'appelait GL Trade à l'époque, qui faisait déjà des logiciels de front office. Et c'est GL Trade qui a distribué au début, pour avoir la crédibilité. Pas parce que GL Trade, on avait besoin d'eux,
c'est que pour certains deals, voilà, GL Trade faisait 50 millions de chiffre d'affaires, donc 6 millions de plus ou de moins, c'est acceptable. Nous, ça multiplie par 10 notre chiffre d'affaires, donc évidemment, c'était compliqué. Et donc c'est comme ça qu'on a fait aussi, c'est-à-dire que on s'est rendu crédible vis-à-vis des gros donneurs d'ordre, alors que quand on est tout petit, c'est pas évident. Dis-moi, quel est l'intérêt pour GL Trade de distribuer ce logiciel? Ils ont eu une partie des revenus. Puis surtout, c'est eux qui ont fourni beaucoup d'équipes d'intégration. Parce que derrière, des logiciels comme ça touche toute la banque. Hein. Donc le projet de déploiement chez ABN AMRO, au bout de 3 ans, c'était pas terminé. Donc il y avait IBM qui était là. C'est eux qui ont fait beaucoup de choses. Alors pareil, comment gérer quand vous êtes tout petit votre croissance? Parce que derrière, vous vendez exponentiel. Parce qu'en plus, quand vous avez la solution, le gold standard, tout le monde veut acheter, surtout dans les secteurs comme ça réglementés. Si vous êtes le standard, tout le monde veut vous acheter. Donc derrière, après, ça fait boule de neige. J'ai un autre client qui est un peu sur la même problématique. Et donc, comment vous gérez votre croissance? Parce que tous vos clients vous demandent de déployer. Et puis comme c'est du réglementaire, les échéances sont les mêmes pour tout le monde. Donc, il faut que vous fournissiez des équipes pour intégrer tous les projets. Et si vous ne le faites pas, vous êtes mort, parce qu'un projet raté, c'est loupé, c'est mort. D'où l'intérêt pour GL Trade de faire ça. Là aussi, Ferma fait preuve d'innovation. D'habitude, plus vous vendez d'heures de conseil pour intégrer le logiciel, moins c'est cher pour le client. Là, c'est l'inverse. Vous prenez 5 jours par mois, ça vous coûte 1 300 €. Vous en voulez 10, c'est 1 500. Vous en voulez 15, c'est 2 000. Ça calme tout de suite les ardeurs des clients. Donc nous, on fournissait les ressources qu'on pouvait, on les vendait très très cher, et derrière, on intervenait que sur le cœur du projet. Et autour, il y avait des Accenture, des CSC Pitmerville, des GL Trade, etc. Donc là aussi, on gardait la main sur ce qui était vraiment clé dans le projet, donc il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire, mais on arrivait à gérer les gros projets, et puis les gens ne nous demandaient pas plus que ce qu'on pouvait fournir, parce que 2 000 € en 2005 la journée, pour un consultant, parfois même junior, ça calme. Vous dites que vous vendez quelque chose de très cher au début, mais les autres, ils le vendaient combien? Si vous valez 10 000 par exemple pour 5 ans, ouais. Les autres, ça valait quoi? On était dans les mêmes prix, on n'était pas moins cher. Et les autres le vendaient pour un perpète? Oui, eux, ils vendaient à perpète. Mais quel intérêt de venir chez vous alors? Parce que notre produit était meilleur. Qui était moins bon. Non, par rapport à Allemande. Mais Allemande était tout petit. Le nôtre était meilleur, pourquoi? Alors, il était meilleur pourquoi? Parce que dans la réglementation BAL 2, il y a un gros problème qui est la traçabilité jusqu'à la transaction unitaire dans la banque. Et les gens qui faisaient le développement c'était des matheux, etc. Ils ont mis des algorithmes pour pouvoir calculer très vite sur des batchs énormes. Quand vous calculez par exemple toute l'exposition du risque en temps réel pour une banque comme Unibanco au Brésil, c'est des tout petits comptes bancaires, il y en a beaucoup, il y a une grosse volumétrie, ça a intérêt à être performant. Et là où nous on pouvait faire un run en mettant 24 heures ou 48 heures, nos concurrents prenaient le même temps mais sur des agrégats. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre compte à compte, ils demandaient à la banque d'agréger par exemple tous les PEL. Voilà, et ils faisaient un calcul avec des agrégés de PEL. Nous, on prenait tout. Donc derrière, notre run n'était pas plus court, mais il était plus précis. Il était meilleur. Donc on avait sur ça, par contre, on a un avantage. C'est l'avantage qu'on avait. Après, il y a un autre avantage qu'on a eu, c'est que très vite, un des dirigeants, qui était plutôt commercial, a vu que le trigger réglementaire allait être très important, non pas que sur le calcul, mais sur le format de reporting. C'est beau l'Europe et même les pays et tous les pays, mais on n'est pas foutu de se mettre d'accord sur un format de reporting sur une réglementation européenne. Donc très vite, il y a eu l'idée de dire il va y avoir un format par pays, bien qu'on soit en Europe. Et ça n'a pas coupé. Et ce qui nous a différencié ensuite des très gros, comme SunGard, c'est que nous, très vite, on a eu un reporting par pays. Et donc, on était seul à avoir au catalogue tout le reporting. Ce qui fait que, par exemple, quand on arrivait à Singapour, SunGard avait déjà vendu à la plus grosse banque de Singapour, qui à l'époque était DBS, le moteur de calcul. Mais ils n'avaient pas le reporting au format singapourien. Et nous, on avait vendu à UOB, qui était une autre banque singapourienne, avec le reporting. Donc DBS nous a demandé s'ils pouvaient utiliser notre reporting. On leur a vendu le reporting,
Et puis quand on a fait les tests, les recettes, etc., bah, on l'a fait tourner aussi sur notre moteur. Ils ont dit, ah, le moteur, il est pas mal, le vôtre aussi. Allez, hop, on débranche SunGuard et puis on met le vôtre. Voilà. Donc là, il y a eu vraiment un avantage compétitif qui était, bah, le petit truc qui semblait mineur, parce que c'est juste du format, en gros, après c'est comme sur du Excel, vous mettez les colonnes dans un sens ou dans l'autre, qui semblait mineur à tout le monde. Les deux fondateurs se sont dit, ça va être clé. Ça va être clé parce que ça va être pénible, mais il faudra quand même le faire. Et tous les gros se sont concentrés sur le truc vachement compliqué, ils ne l'ont pas fait forcément mieux, voire même certains l'ont fait moins bien, mais le reporting, ils l'ont complètement oublié. Et nous, rapidement, on a eu un catalogue de 60-70 réglementations. On était les seuls. Là aussi, on n'a pas pris la problématique de la même façon. On a considéré que ça, c'était important. Et même des banques internationales qui disaient, non, ben nous, on n'a pas besoin, vous n'achetez pas le reporting parce que on va faire pression auprès des autorités BAL 2 et des autorités bancaires locales en disant, on va prendre un reporting homogène pour toutes nos filiales dans tous les pays. Puis, quand c'est arrivé, bah, les différentes autorités bancaires leur ont dit, bah non, allez vous faire voir, vous prenez le reporting tel que nous on l'a défini. Donc ils sont dû revenir aussi nous racheter le reporting. Évidemment, quand vous êtes après, c'est un peu plus confortable pour mettre les prix. Mais globalement, on n'était pas moins cher. On a vendu aussi cher. Allemande était meilleur que nous, sur certains points, ça c'est sûr. Mais ils n'ont pas réussi à vendre correctement. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que les gens n'avaient pas l'écrou. C'est pas évident. Quand vous pensez que votre concurrent principal, c'est des très gros ou le développement interne, il faut vraiment avoir l'écrou pour aller vendre sur les appels d'offres. Voilà, il faut être motivé. Et je pense que ça, c'est un point important. Moi, j'étais venu, pour ceux qui se souviennent, s'il y en a un qui était là il y a combien, deux mois. Vous avez parlé de financement, parce que c'est un sujet qui plaît beaucoup aux startups, le financement, le levée de fonds, etc. Vous pouvez évidemment poser des questions sur le financement. Je peux aussi. Mais le point important, c'est que le financement, je dirais, c'est le nerf de la guerre, l'argent. L'autofinancement, c'est d'ailleurs la meilleure source de financement. Mais ce qui est important, c'est l'opérationnel. À quoi ça sert comme Allemande d'avoir levé 5-10 millions d'euros si derrière, vous n'êtes pas capable de déployer votre plan d'action? Et déployer votre plan d'action, souvent, ça s'appuie sur des choses qui sont négligées dans toutes les startups. Et je pense que c'est un truc très important. Et les startups qui réussissent, elles y pensent. C'est fonction support, la RH, la finance, la compta, la finance, les choses comme ça, le recrutement. C'est des trucs qui sont clés. Si là-dessus vous n'êtes pas très très bon, vous ne réussirez pas, parce que ça fait partie de l'exécution. Et l'exécution, c'est ce qui a fait la différence entre Allemande et Fermat, par exemple. Il y a sûrement d'autres exemples comme ça. C'est celui que je connais le mieux parce que c'était notre concurrent. Et là-dessus, je pense que les entrepreneurs qui pensent à s'entourer de gens super compétents sur la partie connexe, support, bah, c'est des gens qui vont réussir parce qu'on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas tout faire. Et ce que j'ai vu, c'est que y aller tout seul, c'est compliqué. Moi, j'ai pas vu beaucoup de startups où c'était one man show qui réussissait. C'est vraiment au moins un binôme. Chez Fermat, ils étaient 2 plus 1. C'est-à-dire, il y en a 2, puis il y en a un troisième qui est arrivé, qui a monté le centre de R&D à Grenoble. Mais globalement, alors après, 5, c'est compliqué aussi. Il y a une histoire, Murex, la startup qui a réussi, pour ceux qui connaissent. Non, personne ne connaît Murex. Une belle startup, Murex. Murex, ils font des logiciels financiers, eux aussi. C'est des copains de promo, des gens qui ont créé Fermat. Murex, ça doit faire 400 millions de chiffre d'affaires à peu près, 500 millions. Là aussi, personne ne connaît bien parce que c'est un marché confidentiel, c'est du B2B. Murex, par contre, eux, ils étaient 8 associés qui ont créé la boîte. Mais bon, c'est rare, c'est beaucoup. Et puis surtout, ce que vous allez comprendre également, c'est qu'au bout d'un moment, même si vous aimez beaucoup, entre guillemets, avec vos associés, vous n'allez pas avoir le même agenda. Il y en a qui vont se marier, ils vont avoir des enfants, d'autres qui vont avoir des soucis, etc. Et votre problème de gestion patrimoniale ne sera pas le même pour tout le monde. Là, actuellement, j'ai un truc assez rigolo. J'ai une entreprise sur laquelle je travaille pour un de mes clients, qui est un family office. Les deux fondateurs de la boîte se sont mis ensemble dans une société civile. Les deux, ensemble. Les deux. Ils auraient pris chacun une société civile, pourquoi pas, pour détenir des actions, pour optimiser leur fiscalité, pourquoi pas. Mais se mettre tous les deux dans la même, c'est bizarre. Ils ne sont pas 50-50 en plus.
Celui qui est minoritaire est gérant. Bon. Donc on est en train de leur demander de la démonter. Donc là aussi, dès le début, faites-vous bien conseiller sur la façon dont vous organisez votre patrimoine, etc. etc. Ça ne pardonne pas. Hein. Si c'est mal parti depuis le début, ça ne se passe pas très bien. Donc pour revenir au succès, aux critères de succès, les fonctions support, c'est super important. Pensez à faire que vous allez avoir une organisation qui doit pouvoir grossir avec vous rapidement. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, Ferma, je suis arrivé, il y avait moins de 30 personnes. J'ai l'habitude de dire de 30, mais bon, globalement moins de 30 personnes. Je suis arrivé, on avait un plateau sur les bureaux de la colline à Saint-Cloud, donc s'il y en a qui connaissent, c'est les grandes tours qui est au-dessus de l'autoroute, là, qui remonte, hein. C'est énorme. C'est là qu'il y avait Dassault Systèmes d'ailleurs, qui était là au début. Donc on avait un plateau, je suis arrivé, j'avais l'impression que c'était vide. On devait être peut-être, je dis 30, mais je pense qu'on ne devait pas être 30 sur le plateau. Et au bout de 4 ans, quand on a revendu la boîte, on était 300, on avait ouvert 11 filiales dans le monde. Donc si vos fonctions support ne peuvent pas suivre ça, vous perdez votre marge. Comment maintenir votre marge opérationnelle pendant toute cette croissance? Comment anticiper les recrutements? Enfin, il faut les recruter, hein, les 270 personnes minimum, parce qu'il y a du turnover évidemment, en 4 ans. Il faut les recruter, les former, les intégrer, les rendre efficaces, les revendre à vos clients, etc. Donc ça, c'est très compliqué. Donc il faut avoir une usine à recrutement, par exemple, avec des gens super compétents. Pareil, hein, vous ne gérez pas. Moi, je suis arrivé dans la société, il y avait une comptable freelance qui venait 2 jours par semaine, même pas, 1 jour et demi, qui faisait la comptabilité sur Ciel. Pour ceux qui connaissent le logiciel Ciel. C'est tout petit, hein. Ça fait partie de Sage maintenant, mais bon, c'est tout petit. Au début, ça suffit. Oui, au début, ça suffit. Et il y avait un des 2 fondateurs qui, entre minuit et 3 heures du matin, avait monté un truc sur Lotus Notes pour faire la facturation et des choses comme ça. Ça, c'est pas scalable, hein, il faut oublier. Alors maintenant, vous avez plein de choses qui sont disponibles sur le marché, dans le cloud, etc., pour faire la compta, le CRM, etc. Mais à l'époque, ça n'existait pas. En 2005, vous oubliez. Hein. Donc, comment vous faites pour faire une organisation qui va être scalable? Parce que vous allez faire de la compta dans 10 pays, 11 pays, 12 pays, etc. Quoi. Comment vous le gérez? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous mettez les comptables partout? Est-ce que vous externalisez? Tout ça, c'est important. Si vous n'avez pas des gens calibrés pour le faire, c'est raté. Et puis, vous allez grossir, donc vous allez avoir des contrats commerciaux, plus seulement avec des clients français, mais des clients internationaux. Il faut avoir des trucs qui tiennent la route, parce que je peux vous dire que j'ai géré quand même 2 litiges, un avec ABN AMRO, après qu'ils étaient démembrés suite à des problèmes. Il y a eu, je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque, ils avaient été rachetés par Fortis, Santander et puis je ne sais plus qui. Fortis, ça ne lui a pas porté chance, mais c'est un autre problème. Et donc, ils ne sont plus restés qu'avec la société aux Pays-Bas. Et ABN AMRO avait tellement peur que Ferma disparaisse qu'on avait un contrat de maintenance, parce qu'on vendait aussi de la maintenance, ferme pour 10 ans. C'est-à-dire qu'on était obligé de fournir de la maintenance pendant 10 ans. C'était ferme. Ce n'était pas renouvelable par année. C'est 10 ans ferme. Sauf que quand ils ont été démembrés, ils sont venus nous voir, ça faisait 3 ans qu'il y avait le logiciel, en nous disant « Monsieur Ferma, on n'a plus le même périmètre, donc les 10 ans de maintenance, on va arrêter. Vous n'avez pas un bon contrat, vu les muscles qu'il y a des gens qui sont en face, c'est compliqué. » Juste pour vous donner un ordre d'idée, la maintenance annuelle, c'était mis 1 million d'euros. Un peu plus, 1,2 million. Donc il restait 7 ans, c'est beaucoup d'argent. Pour 7 millions, on se bat, quoi. Si vous n'avez pas des bons contrats, vous faites laminer par ABN AMRO ou d'autres. On a eu le même problème, fusion en Italie, un client a été racheté par un autre. Le racheteur a dit, nous, on a déjà un logiciel BAL 2, on ne veut pas payer la licence, on ne veut pas payer, on ne veut rien payer, d'ailleurs le produit est pourri, etc. etc. Si vous n'êtes pas bien équipé, vous faites laminer, vous perdez de l'argent. En l'occurrence, les contrats, ils ont été faits en externe ou en interne? Alors, très bonne question. Là aussi, chez Ferma, les gens étaient smart. Je ne dis pas ça parce que j'y étais. Je dis ça parce que j'ai repris des choses qui ont été des habitudes qui ont été mises en place par les fondateurs. À l'époque, on n'a pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas fait faire leur contrat en externe. Et puis surtout, quand vous arrivez, vous êtes tout petit, vous allez expliquer à, moi, je sais pas, Dexia, qui à l'époque était très gros, ou Société Générale, que vous allez prendre vos contrats à vous. Vous arrivez, je vais prendre mes contrats. Évidemment, le gars vous explique, non, ça ne va pas le faire. Donc on était obligé de prendre les contrats des clients. Mais ça se négociait quand même.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des couches de sédimentation, c'est-à-dire qu'on est reparti les contrats des clients et on les a bonifiés, on les a améliorés, etc. Ça, c'est le boulot que j'ai fait. Donc, au bout d'un moment, quand on a négocié avec une demi-douzaine, puis une quinzaine de grosses banques, on commence à avoir un contrat qui tient la route. On commence à avoir les bons réflexes également. Et puis, on a fait un template de contrat avec si le client demande ça, c'est négociable tel que. Enfin, il y avait vraiment un mode d'emploi pour le contrat avec le client. Et certains contrats ont été revus une fois qu'on a eu un peu plus d'argent par des avocats externes. Mais globalement, il faut penser que toutes les banques sont blindées par des avocats. Donc, c'est bien écrit leur contrat, ça les protège. Donc, si vous faites l'inverse, vous renversez la problématique, vos contrats sont vraiment super. C'est comme ça qu'on a fait. On a des contrats qui étaient vraiment béton. ABN AMRO, ça n'a pas duré longtemps le litige. Hein. Et pareil, quand le client, la banque américaine a racheté la partie américaine de ABN AMRO, qui a voulu continuer à l'utiliser, on leur a dit bah non, il faut payer. Il dit non, on ne va pas le faire. Bah écoutez, on veut utiliser que la base de données. Je dis oui, mais vous avez acheté un data warehouse. Si vous ne nous payez pas, c'est non-respect de la propriété intellectuelle, ça coûte très cher, surtout aux États-Unis. Enfin, pas seulement aux États-Unis. Donc voilà. Donc derrière, il faut penser à plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Voilà, donc là, on a eu une courbe d'apprentissage, on a eu des ratés. Hein. Il y a des choses qui ont été moins bonnes. Les premières expériences en Corée ont été assez douloureuses. On a vendu nos premiers projets au forfait. Pareil, nous on vendait au temps passé les projets. Maintenant, ça se vend clé en main. Même déjà à l'époque, ça se vendait clé en main. Là aussi, on n'a jamais accepté en Europe de vendre des projets clé en main au forfait. On vendait au temps passé. En Asie, on n'a pas eu le choix. Parce qu'en Asie, en fait, c'est les intégrateurs qui encapsulent l'éditeur de logiciel et qui vendent un projet clé en main aux banques. Et bon, on a perdu beaucoup d'argent sur les deux premiers projets coréens. Comme quoi, on apprend aussi, on a des échecs, il faut apprendre. Mais derrière, on a constitué des équipes pointues pour pouvoir accompagner ça. C'est-à-dire que moi, j'ai constitué toute l'équipe administrative, RH, financière, au fur et à mesure qu'on a grandi. Et à chaque fois, on a réfléchi, on a remis en cause, en fonction de l'évolution de la société, si on externalisait la compta ou si on le prenait en interne, en fonction de la taille. Et puis, parfois, on switch en cours de route, quoi. Donc là, il faut vraiment penser à comment je vais faire pour être scalable. Et on a fait un développement interne pour notre ERP. On a changé Ciel pour Sage, c'est récent. Et on a fait autour un ERP nous-mêmes, qui était basé sur nos produits, avec des bases de données Oracle, etc. Et ça gérait tout. Ça gérait la facturation, etc., interfacé avec Sage. Et quand on a vendu la société, le groupe américain qui nous a racheté, qui était du logiciel aussi, il a dit, ils étaient bluffés, on n'a même pas un ERP aussi performant que chez nous. Eux, ils ont 250 millions de chiffre d'affaires dans le logiciel. Ce qui était une petite activité pour eux, parce qu'ils avaient une autre activité qui était l'agence de notation financière, parce que c'est Moody's qui nous a racheté. Donc ça, c'était la grosse activité, plusieurs milliards. Mais ils avaient à peu près 200-250 millions de logiciels chez eux. Et ils n'avaient pas pensé à faire un back-office aussi performant. Ce qui explique pourquoi on a pu maintenir la marge aussi tout au long de la structure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on avait des indicateurs, des tableaux de bord, etc. Et le coût moyen par salarié et le coût moyen du salarié, on le suivait. Et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure qu'on grandissait, on n'a pas perdu d'économie d'échelle. Voire même on s'améliorait. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ça que je dis les fonctions support, c'est super important. C'est vraiment très important. Ce que je disais, c'est l'expérience qu'on a eue chez Firma, c'est qu'on n'a pas négligé les fonctions support. C'est ça aussi qui nous a fait pouvoir grandir très rapidement. Et ce que je conseille toujours à mes clients. D'ailleurs, j'ai un client qui est très content parce qu'il m'a pris comme DAF à temps partagé, ce qui lui évite de recruter quelqu'un de moyen comme responsable financier ou comptable unique, etc. Parce qu'on externalise la compta et la paye. Par contre, toutes les problématiques pointues, je les gère. Alors, je ne suis pas seul à pouvoir le faire, hein, il y a d'autres gens comme moi qui le font. Mais globalement, il vaut mieux prendre quelqu'un que vous allez payer plus cher sur les vraies problématiques que d'avoir quelqu'un à demeure chez vous. Et c'est vrai pour du recrutement. Un très bon endroit où vous pouvez prendre du temps partagé, c'est ADRH et le recrutement. Vous aurez des gens meilleurs. Ça ne vous coûtera pas plus cher sur l'année. Ils ne seront pas à temps plein.
Ok. Et est-ce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à temps plein, moyen, qui va peut-être vous faire des bêtises, et que vous n'avez pas occupé forcément tout le temps, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va vous baliser les contrats de travail, la convention collective, les risques, etc. etc. Et vous n'aurez pas de problème, parce que franchement, le code du travail en France, c'est quand même pas simple. Donc, quelqu'un qui va vous faire ça bien, plutôt que quelqu'un qui ne sera pas forcément à la pointe et qui, derrière, va vous faire des bêtises. Enfin, moi, j'ai vu, quand je fais des due diligence pour des fonds d'investissement ou des family office, j'ai vu des choses dans le social, parfois, qui font frémir. Hein. Et quand je dis ça fait frémir, c'est que le dirigeant pourrait finir en tôle pour travail déguisé ou des choses comme ça, quoi. Parce qu'on s'est arrangé, etc. Quand on trouve ça en due diligence, on dit à l'investisseur, il va falloir apurer ça, quoi. Je sais pas la ceinture. Voilà, Je sais pas la ceinture, mais faut apurer ça parce que ça va pas bien se passer. Donc vous ne mettez pas dans une situation comme ça parce que ça peut être un repoussoir le jour où vous avez besoin de faire rentrer des partenaires dans votre entreprise. Prenez des gens compétents, faites des contrats de travail qui tiennent la route, qui respectent la loi sur les 35 heures, la convention collective, etc. etc. Et gérez-le correctement. C'est super important d'avoir une entreprise, ça peut sembler bête, mais il y a combien de gens qui sont dans qui sont dans une start-up là actuellement? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un règlement intérieur? Qui gère votre registre unique du personnel? C'est bien fait de venir. Ça, c'est mon job. Non, mais c'est truc important. D'ailleurs, c'est super important. Un règlement intérieur, d'abord, c'est obligatoire, parce que vous devez en particulier spécifier les problèmes sur le harcèlement. En France, c'est obligatoire. Donc, si vous n'avez pas ça, vous embêtez. En plus, il faut vous protéger aussi en tant que dirigeant d'entreprise. Vous avez, surtout si vous êtes dans les startups internet, informatique, etc., vos développeurs, il faut s'en méfier comme de la peste. Ça télécharge tout, n'importe quoi, ça met du code source propriétaire dans vos produits, donc ça vous allez avoir un problème plus tard également. Ça fait du peer-to-peer, etc. Non. Le jour où il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Donc derrière, il faut marquer dans le règlement intérieur que l'usage du matériel d'entreprise est réservé exclusivement pour le boulot, etc., etc. Parce que derrière, autrement, c'est la porte ouverte à ce que vous soyez responsable le jour où il y a un problème. Vous avez eu des problèmes de pays sur, Propriété intellectuelle? le Bah écoutez, quand on a voulu vendre, on a fait faire un audit de code. À l'époque, le leader, c'était Black Duck. Et on s'est aperçu que, oui, on avait du code source qui était propriétaire dans notre logiciel. Ce n'était pas nous. Il a fallu le sortir. Ça prend du temps. C'est pas une bonne nouvelle. Bon, maintenant, quand vous avez beaucoup d'applications SaaS, le problème se pose il n'y moins. avait pas le concurrent qui vous a attaqué en disant. Non, parce que c'était pas lui non plus. C'était de l'open source, mais l'open source, c'est pas gratuit. L'open source, à partir du moment où vous vendez une licence et que vous l'installez chez un client, c'est pas gratuit. Vous avez des contraintes qui peuvent être diverses, et en particulier de discloser le code de ce qui encapsule, ce qui englobe ce morceau de code. Quand vous vendez un logiciel, c'est un peu bête de devoir discloser, de devoir donner l'accès à tout le monde en ligne à votre code source. Quoi. Alors maintenant, comme la plupart des applications sont SaaS, le problème se pose moins. En fait, vous installez, le logiciel n'est pas installé, c'est pas un logiciel que vous installez chez le client, c'est le client qui vient utiliser via une plateforme internet le logiciel. Donc c'est pas pareil. En fait, vous ne vendez plus un logiciel, vous vendez un droit d'usage du logiciel. C'est peu pareil. C'est plus pareil du tout. Vous vendez une fonctionnalité. C'est un peu différent. Là aussi, hein, faites-vous accompagner par des gens vraiment très pointus sur la propriété intellectuelle, si vous êtes dans le logiciel, des noms de logiciel, etc. Là, par contre, nous, on n'a pas lésiné quand justement on a commencé à nettoyer tout ça, parce qu'on n'a pas forcément bien fait. Voilà, ça coûte un peu cher, mais c'est quand même important. En fait, pourquoi on a fait ça également, c'est quand on est arrivé sur le marché américain, les clients n'ont pas posé les mêmes questions que ce qu'on avait partout ailleurs dans le monde. Et en particulier, ils avaient une très grande sensibilité par rapport à ces problématiques-là. Donc, il y avait de tels engagements à mettre dans les contrats qu'on s'est dit qu'on allait quand même vérifier les engagements qu'on prenait. Donc, on a fait un audit de code, on a revu un certain nombre de choses, etc. Parce que c'était dangereux.
Et on a revu d'ailleurs les contrats. Là, par contre, on a fait intervenir des gens très pointus au niveau avocat pour mettre les clauses de limitation de responsabilité, etc. Dans les contrats, tout n'est pas aussi critique, enfin, toutes les clauses ne sont pas aussi critiques les unes que les autres. Hein. Les clauses vraiment critiques, c'est les clauses de responsabilité, de garantie, ça c'est très important, propriété intellectuelle, ça c'est très très important, quel que soit votre métier. Hein. Je travaille beaucoup avec des startups dans les biotech, propriété intellectuelle, il faut la protéger aussi. Hein. C'est critique dans le logiciel, mais globalement, tout est important pour éviter reverse engineering, etc. Et donc, par rapport à ça, ces clauses-là, on n'a jamais été, on n'a pas fait d'artisanat, entre guillemets. D'ailleurs, je disais qu'on avait travaillé par sédimentation, il y a certaines clauses, c'est des avocats qui les ont faites, revues, adaptées, etc. Quand on arrive aux États-Unis, les clauses de responsabilité, etc., c'était revu par les avocats. Et derrière, n'oubliez pas de former vos commerciaux à la défense du contrat. Parce qu'une virgule qui change, c'est la cata. Hein. Donc il faut les former. Nous, on a formé. Enfin, moi, j'ai formé tous les commerciaux de Fermat pour qu'ils comprennent pourquoi c'était écrit dans les contrats, pourquoi c'était comme ça et pourquoi c'était pas autrement. Et là, j'ai un autre client, je viens de faire la même chose. Parce que c'est super important. Parce que si le commercial ne comprend pas pourquoi vous avez écrit ça dans le contrat, et on lui dit bah non, ça me plaît pas. Ah non, je vais pas louper ma com, mon machin, mon truc. Ok, je fais sauter. Des fois, je vous le dis même pas. Et, ah, c'est bon, tu peux signer. Et si ça passe pas par les fourches canines du service juridique, DAF, etc., bah, c'est raté. Donc là aussi, important d'avoir, de ne pas négliger les équipes support, entre guillemets, parce que c'est pas le dirigeant qui va relire tous les contrats au bout d'un moment. Hein. Il faut avoir des gens avec la tête bien faite qui le font. Donc tout ça, c'est des choses vraiment très très importantes. D'autres questions ou... Si on revient sur Fermat, vous avez rencontré comment les dirigeants? Très bonne question. Un des deux fondateurs faisait du sport dans la même salle de sport que lui depuis 2 ans. Tout bête, hein. C'est une salle d'escalade à Issy-les-Moulineaux qui s'appelle Murmure, je suis un peu de plus. Placement produit. Donc c'était un grimpeur, moi aussi. On a sympathisé. Je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. On parlait vraiment pas boutique, ou très peu. J'avais juste remarqué qu'il arrivait en Porsche à la salle de sport. Sacré détail quand même. Sacré détail, ouais. Mais c'était un fan de voitures. Vous savez, il y a des gens qui ont des voitures, c'est pas parce qu'ils ont des belles voitures qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est des passionnés. Hein. Donc voilà. Et donc, moi j'aime bien les voitures, donc bon, j'avais remarqué qu'il y avait une jolie Porsche. Voilà. Et un jour, il m'a dit ouais, on est dans une start-up qui va décoller et puis il va falloir prendre en charge l'administratif et tout. Je crois que tu travailles comme DAF. Je dis ah non, je suis pas DAF. À l'époque, j'étais directeur de contrôle de gestion d'un groupe pharmaceutique, donc c'est pas DAF, hein, c'est pas pareil. Faut pas mélanger les choses, hein, ça n'a rien à voir. Et il me dit ouais, mais bon, c'est pareil. Bon, d'accord. Faites pas l'erreur, hein, si vous recrutez un contrôleur de gestion, c'est pas un DAF. Hein. Et donc, il m'a fait rencontrer son associé, qui était le président de la boîte. Lui, il s'occupait plutôt de la partie technique, pre-sales, développement du produit. Et le gars m'a dit, bah voilà, on a besoin de quelqu'un. Il m'a dit, il faut faire ça, 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 ça et ça. Et je dis, bah ça, je sais le faire, le restant, je ne l'ai jamais fait. Il me dit, c'est pas grave, nous non plus, donc on va prendre en même temps. Donc des vrais entrepreneurs. Des vrais entrepreneurs. Bon, je dis, bah ok, pourquoi pas. Je me suis quand même renseigné sur la boîte avant. Hein. Anecdote rigolote. À l'époque, mon frère était chez BNP Paribas et était responsable de toute la gestion du risque chez BNP Paribas. Donc je l'ai appelé en disant tu connais la boîte en question, on ne sait jamais. Réponse de mon cher frère, ce qui va vous faire marrer, il me dit ouais les mecs sont vraiment très très bons, on va sans doute acheter leur logiciel d'ALM là, mais bon tu vas faire tâche hein, parce qu'ils sont vraiment bons quoi. Donc voilà, je dis bah pourquoi pas. Vous lui parlez toujours à votre frère? Oui, je lui parle toujours. Mais bon, c'est pas de ma faute, il est X, donc X Corsa, donc bon voilà. Et donc par rapport à ça, je dis bon bah il doit être bon hein, puisque visiblement ça fait référence. Donc j'ai sauté le pas, c'est comme ça que je les ai rejoints. Mais bon, il y a vraiment tout à faire. Hein, mais du coup, vous avez démissionné pour... Ouais, j'ai démissionné. C'est-à-dire j'ai quitté mon poste de directeur de contrôle de gestion d'un groupe pharmaceutique côté, dont le directeur financier devait partir à la retraite dans les 2 ou 3 ans qui venaient. Donc c'était plutôt un truc assez sympa, n'est-ce pas? Je leur ai dit bah non, je m'en vais. Voilà, je vais dans une start-up. On m'a un peu traité de fou parce que la bulle internet des années 2000, c'était un peu passé de mode. Hein. Enfin, à l'époque,
Je pense que les gens n'étaient pas trop fans de partir ça. Même mon épouse m'a dit bon, Eric, ça va pas, ça va pas là dans la C'est la tête. crise. 2005, c'était pas la crise, ça allait, donc voilà. Mais bon, la bulle Internet avait bien éclaté, donc ça avait c'était plus forcément de sainteté. Donc peut-être que dans ce contexte-là, on peut considérer que j'étais un peu entrepreneur, parce que c'est vrai qu'il a fallu tout faire, quoi. Quand on a créé la filiale en Corée, c'est moi qui envoyais les fax à la banque en Corée pour ouvrir le compte bancaire, quoi. Mais du coup, vous êtes arrivé au moment où il y a eu la création des premières filiales ou Ouais, c'était quand c'est même ça, avant j'ai créé la première Ah, d'accord. filiale à Singapour. Et c'est là que j'ai dit, bah, faut qu'on fasse les prix de transfert tout de suite, parce que mauvaise expérience dans ma boîte précédente, on va faire attention. Bah, surtout que Singapour, taux d'imposition 20%, 33 et un tiers en France, déjà vous êtes c'est suspicieux d'avoir des relations entre les deux, sachant que pour ceux qui connaissent un peu Singapour, le taux d'imposition se négocie, il peut baisser. Il suffit de négocier avec l'administration fiscale singapourienne, ça se fait. Nous on était à 15% à la fin. Oui, rescrit fiscal. Mais bon, comme ça se fait au Luxembourg et comme ça se fait en France, il ne faut pas rêver, tous les pays font des rescrits fiscaux. Pour attirer les gens. On le fait en France aussi. Enfin, bon. Sauf qu'en général, peut-être que l'administration fiscale française a tendance à dire non. Donc, comme en Irlande ou au Luxembourg, ils disent oui, voilà. Le résultat n'est pas le même. Mais ça se pratique. En France, on a le droit de faire un rescrit fiscal de la même façon. Donc, c'est pour ça que, voilà, on a eu le réflexe. Et donc, j'ai créé la première filiale à Singapour, où je suis allé, j'ai pris l'avion pour aller finaliser l'ouverture du compte bancaire. D'accord. Donc c'est pas forcément super excitant, mais voilà, ça fait partie du boulot. Donc ensuite on a fait la Corée, on a fait également Hong Kong, l'Australie, la Pologne, on a racheté une société en Allemagne, puis ensuite on a mis une holding en Belgique, créé une société au Brésil et aux États-Unis. Donc on s'est bien amusé en 4 ans. Voilà, en gros, j'ai créé plus de 3 sociétés par an, et puis on a racheté une boîte en Allemagne pour gagner 3 XCL développement sur les pays germanophones. Donc ça, c'était un peu d'entrepreneuriat. Ouais. Un petit peu. Mais bon, c'est pas moi qui ai créé la société. J'étais pas le commercial. Voilà, j'étais en back office. Mais bon, ça fait. J'aime bien le remettre quand même. Parce que, mine de rien, tous les lundis matins, j'étais avec le fondateur de la boîte, le président de la boîte, le président fondateur, et voilà, on passait en revue tous les sujets qui gênaient pour le développement de l'entreprise. En fait, j'étais là pour aplanir que la boîte puisse se déployer. Et ça, c'est important. S'il y a un caillou dans la chaussure, un truc tout bête, vous créez une filiale aux États-Unis, faut avoir les permis de travail aux États-Unis. À Singapour aussi, mais bon, il faut avoir les permis de travail aux États-Unis. Sauf qu'à Singapour, ça se fait assez facilement. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Voilà, aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, mine de rien, faut bosser, quoi. Et donc, il y a vraiment des choses qui peuvent ralentir vraiment les trucs. Un truc tout bête aussi. Aux États-Unis, on a recruté un gars et, pour intégrer le logiciel, donc pour développer l'équipe d'intégration. Et le responsable du pôle qu'on appelait Professional Services à l'époque, donc l'intégration de nos logiciels, a fait passer l'entretien au gars aux États-Unis et il a posé une question conne. Il lui a demandé sa situation familiale et son âge. En entretien. C'est pas bon ça. Ah ouais, mais on aurait dû le briefer avant, mais voilà, il n'a pas fait, il a posé la question. On a recruté le mec, ça s'est moyennement bien passé. Le mec, au bout de quelques mois, a fait une procédure pour quitter la boîte. Il nous a poursuivis pour discrimination à l'embauche. Vous avez gagné? Pas trop, un peu, pas trop. Ça s'est géré, voilà, on s'est mis d'accord et puis voilà. Parce qu'il avait posé des mauvaises questions et malheureusement il y avait une autre personne qui était là quand il a posé des questions en entretien et voilà quoi. C'est bête mais ça peut coûter très cher. Donc il peut y avoir plein de petits grains de sable qui vont faire dérailler votre entreprise. Il faut vraiment vous entourer de gens compétents pour les éviter. Quand on parlait du code source, ouais, c'est super important. On n'avait peut-être pas forcément tout bien fait à l'époque et bien expliquer aux développeurs que non, c'est plus rapide d'aller chercher un code open source, mais il vaut mieux le coder soi-même. Ou alors prendre des précautions, isoler le module pour que ça soit un truc indépendant, pour que voilà. Aujourd'hui les problématiques sont plus forcément les mêmes,
Mais ces trucs, ça, on ne l'avait pas anticipé, hein, on n'avait pas été bon là-dessus. On a rattrapé le coup, mais c'est pénible. Vous en étiez rendu compte au bout de combien de temps? On s'en est rendu compte, moi ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans la boîte, quoi. C'est qu'on est arrivé à vraiment signer des clients américains avec les filiales américaines. On avait vendu à General Electric Capital à l'époque le produit, mais c'était juste pour déployer dans les pays non américains, enfin, en dehors des États-Unis, parce que BAL 2, ça n'existait pas la réglementation BAL 2 aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont eu les subprimes. En Asie, où ils étaient très en avance sur BAL 2, les subprimes, ils n'ont pas vu ce que c'était, ils ne savaient même pas que ça existait. Je blague, mais c'est quasiment ça, quoi. Parce que leur gestion des risques était meilleure qu'aux États-Unis. Et donc, on a signé les premiers. Ils ont de la Bering, hein, d'un autre côté. Pardon? D'un autre côté, ils ont de la Bering. Ouais, mais ça c'est autre chose. Ouais, nous on a eu la Société Générale avec Kerviel, donc Oui, mais chacun a eu son truc. Hein. Ça c'est un autre problème. Mais d'ailleurs, juste pour l'anecdote, ça n'a pas trop fait la une. Ça n'a pas trop fait la une des journaux. Enfin, il y a eu un entrefilet, mais entre guillemets, après, le gros problème chez Société Générale a été détecté par un run de calcul sur le crédit risque et BAL 2 avec notre produit. Donc, parce que ça permet de détecter les concentrations de risque. Et d'ailleurs, juste deuxième anecdote, on avait vendu à l'époque chez AIG, numéro mondial de l'assurance, le logiciel de gestion des risques de limite en temps réel. Et quand on a fait les runs, sur leur jeu de test, on pensait que notre logiciel était complètement à la rue parce qu'on voyait des concentrations de risque énormes. On ne comprenait pas. Quelques mois plus tard, on a compris. C'était les subprimes sur lesquels ils étaient investis. Donc voilà. Donc comme quoi la gestion des risques, ça peut être utile. Mais donc c'est quand on a vendu à ces clients américains, c'est moi qui ai fait les négociations avec AIG par exemple pour le contrat. On a vu arriver ces clauses sur la propriété intellectuelle et la responsabilité. On s'est dit, c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on est clair chez nous? La première chose, j'ai envoyé un mail au centre de recherche. Vous êtes sûr que vous êtes bien propre sur le code source chez vous, quoi? Oui, bien sûr. Et on a fait le coup de boulot derrière, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même qui sont importantes. Nous, on n'a pas forcément été les meilleurs là-dessus, mais que je garde en réserve et que je garde en tête. Pareil, l'autre chose. Quand vous faites du logiciel, déposez votre code source chez des gens compétents au fur et à mesure. Si vous appelez des gens compétents. l'INPI INPI Non. Des gens compétents, par exemple. C'est pas dire trop fort parce que c'est dès la semaine prochaine. Non, c'est pas chez eux que je déposerai mon code source pour le logiciel. Si vous voulez des gens compétents, prenez les gens qui ont défendu Business Object aux États-Unis avec succès. Logitas, par exemple. Faut pas les nommer. Moi, maintenant, je sais que tous les codes sources pour logiciels embarqués ou autres, parce que j'ai des clients qui font des logiciels embarqués, on dépose des codes sources systématiquement. Et on le fait chez Logitas. Ils sont très bons. Vous pourrez les appeler de ma part, je connais très bien les gens. Mais il faut voir que Business Object a évité la catastrophe aux États-Unis grâce à eux. Parce qu'ils avaient déposé le code source chez eux, il y a des antériorités, etc. Beaucoup de gens font des enveloppes solo. C'est bien, mais c'est moins bien. Parce que l'avantage du dépôt chez Logitas, c'est que contrairement à une enveloppe solo, c'est très bien. Chez Logitas, vous déposez aussi l'installation de la station de travail, from scratch, etc., etc. Donc toutes les routines qui sont autour, pour faire refonctionner votre logiciel from scratch sur un poste de travail, il n'y a rien du tout, c'est enregistré. Donc derrière, vous avez tout l'environnement, vous avez tout. Donc tout est protégé. Et c'est vraiment très bien. Et de l'autre côté, quand après vous avez des clients, parce que quand vous vendez des logiciels, c'est pas forcément ça, c'est quand vous avez des clients qui vous disent qu'est-ce qui se passe si vous faites défaut, est-ce que je peux accéder au code source? On leur dit on a un séquestre chez Logitas. Et je dois bien avouer que les négociations avec les clients américains ont été très simples à partir de ce moment-là. Comment je fais pour accéder au code source en cas de défaut pour faire la maintenance de mon logiciel que j'ai acheté chez vous? J'ai un escroc avec Logitas, vous pouvez être listé comme étant client. Donc si on fait défaut et que vous pouvez prouver à Logitas qu'on fait défaut, vous aurez le droit à accéder au code source via eux. Ça les a rassurés, il n'y a pas de problème. Logitas avait déjà très bonne presse, du coup, grâce à ce qui s'était passé pour Business Object à l'époque. Voilà. Après, il y en a d'autres qui font ça très bien.
Mais bon, voilà. Autant mettre des choses qui fonctionnent, qui sont approuvées, etc., quoi. Moi, je ne vais pas aller chercher un autre prestataire, alors que j'étais très contente dans toutes mes négociations contractuelles en disant, bah voilà, je suis chez Logitas. Très bien. Et la prestation chez Logitas, ça coûte. Ça dépend de ce que vous déposez, plus c'est gros, plus c'est cher. C'est un abonnement annuel. Vous mettez à jour votre logiciel, votre code source tous les ans, minimum. Vous pouvez le faire plus souvent. Hein. Après, si vous faites 5 dépôts par an, ça coûtera plus cher. Mais globalement, voilà. La plupart de mes clients font un dépôt par an. Ça va bien. Pour un logiciel embarqué, là, chez un de mes clients, ça nous coûte à peu près 3 000 € par an. C'est de l'électronique, hein, c'est du traitement du signal, des trucs comme ça, émission à réception. Donc, c'est pas énorme, hein, enfin, 3 000 €, au moins vous êtes protégé. Hein. Il ne faut pas oublier que, par exemple, un groupe comme NEC a eu des problèmes protégé à l'international. À l'international, bien sûr. Un groupe comme NEC a eu des problèmes aux États-Unis alors qu'il était coté au Nasdaq parce qu'il a été attaqué pour un problème sur ses logiciels embarqués. Hein. C'est quand même pas un Mickey, NEC. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger, quoi. D'ailleurs, ils se sont fait délister aux États-Unis, etc. Donc, et ça, c'était dans les années 90-2000, quoi. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Faut vraiment... Votre actif, c'est votre propriété intellectuelle, c'est dans le logiciel, même dans beaucoup de métiers. Il faut le protéger, il ne faut pas lésiner. À travers vos contrats, à travers le dépôt, l'enregistrement, les marques, etc. Là, j'ai un client, putain, on est embêté sur les marques parce que ça n'a pas été bien fait, et il faut rattraper le coup, c'est compliqué. Parce que après, il y a des gens qui ont déposé à d'autres endroits, vous perdez l'antériorité, ça n'a pas été fait proprement, etc. etc. Donc, voilà. Mais même Fermat, on était embêté quand on est arrivé au Brésil. Il y avait déjà quelqu'un qui avait déposé la marque Fermat. Ouais, il y a des petits rigolos. Plus, hein. si vous n'avez pas l'antériorité. Donc on s'est appelé autrement. Vous avez changé de nom pour la filiale brésilienne? Non, on a mis quelque chose au bout. Fernand 2. Et ça a été enregistré. Donc voilà. Mais après, il y a pareil, là aussi, il faut faire bien conseiller parce qu'il y a des moyens de contourner. Hein. Mais c'est des choses qu'il faut faire. Faut pas hésiter. Donc là, par contre, l'INPI, il y a des cabinets de brevets ou de marques qui sont à côté, qui sont très bien, qui vont vous aider dans vos démarches vis-à-vis de l'INPI. Voilà. D'autres? Si on a d'autres. Vous êtes parti au moment du rachat? C'est moi qui ai organisé la vente. Okay. En fait, on ne pensait pas vendre la société à un acquéreur industriel. On pensait faire un LBO avec un fonds, faire un peu de cash out pour un certain nombre de personnes, et puis continuer à jouer. Et puis, quand on a fait les roadshows pendant l'été 2008 pour financer la dette du LBO, on a commencé à sentir que ça serait difficile de lever de la dette. Bien que tous les gens qui étaient autour de la table pour lever la dette, c'était nos clients. On a fait un roadshow à Londres. C'est quoi un roadshow, juste pardon? Un roadshow, c'est que vous allez voir des banques ou des investisseurs et vous leur présentez vos business plans, et ce que vous voulez faire et pourquoi vous avez besoin d'argent, etc. Donc là, on était avec les fonds d'investissement qui voulaient faire le LBO chez nous. Ils nous faisaient rencontrer les banques avec qui ils voulaient faire le LBO, et on leur expliquait, etc. C'était rigolo parce que je me rappelle avec 2 fonds, un à Londres et un à Paris, tous les gens qui étaient autour de la table, c'était nos clients, et de leur banque. La BNP Paribas, AIB, donc la plus grosse banque irlandaise, HSBC, etc. Là, c'est nos clients. Et malgré ça, on n'a pas eu la dette pour le LBO. Pourquoi? Parce que si vous voyez arriver la crise des subprimes, mon frère qui était toujours chez BNP Paribas m'a dit Eric, vous ne lèverez pas de dette. Hein. Nous, les consignes en interne, c'est 0 dette de LBO. Hein. Voilà. Donc on s'est dit pendant l'été que ça allait être compliqué. On a complètement changé notre fusil d'épaule. Donc là aussi, le timing, la réactivité, c'est très important dans la vie de l'entreprise. Et le 15 août, c'est une date qui m'a marqué, on était en réunion à Paris avec Moody's Moody's qui est l'agence de notation financière. Ok, je pas entendu. Moody's. Donc pour ça. Donc ça c'était assez rigolo parce que début juillet on a relancé les discussions qu'on avait eues avec Moody's. On avait arrêté parce que leur prix était moins intéressant, que la valo était moins élevée qu'avec les fonds de LBO.
puis on préférait continuer à jouer parce que si vous êtes racheté par Moody's, bah, vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester. Vous achetez une boîte qui fait 45 millions de chiffre d'affaires, l'autre a fait plusieurs milliards. C'est compliqué pour les états-majors. Et donc, derrière, on a réactivé quand même. Et il y avait un gros truc qui coinçait, donc on a déclenché une réunion le 15 août. Donc notre avocat est revenu, il était en vacances dans un club en Turquie. Content. Les mecs sont arrivés de New York et de Londres. Ils étaient une demi-douzaine ou une dizaine, responsables fusion-acquisition du groupe, les avocats, les juristes, enfin, plein de monde. Et puis moi j'étais avec le fondateur, on était deux. C'était assez rigolo. Et ça a failli capoter dans les 15 premières minutes. Il y avait un problème sur la garantie d'actifs passifs. Quand vous vendez une boîte, il y a toujours vous donnez des garanties à l'acheteur et s'il y a des problèmes, vous devez lui rembourser une partie du prix. Et il y avait un problème sur la garantie d'actifs passifs sur un sujet. Et donc, le fondateur a dit bah, c'est comme ça ou on arrête. Les mecs, ils étaient venus quand même le 15 août des États-Unis. Ça faisait même pas 10 minutes qu'on était dans la réunion et a dit bah, voilà, c'est comme ça ou on arrête. Ils ont demandé à s'isoler dans une pièce pendant 1 heure pour pouvoir discuter entre eux, pour savoir si on faisait le deal ou pas. Ils sont revenus, ils ont dit bon ok, on continue à discuter. Donc hop, c'était un point de la shopping list qui était réglé, et puis on a continué la discussion. Et dernière anecdote rigolote, c'est qu'on a signé le vendredi qui a précédé le week-end terrible avec la chute de Lehman Brothers et de AIG. On n'aurait pas signé le lundi, hein, le vendredi. Il y avait le président de Moody's qui est venu des États-Unis, qui était à Bruxelles pour signer le vendredi après-midi. Il a signé le vendredi après-midi. Le lundi, on ne signait pas. Le corollaire de ça, parce que c'est une question qu'on pose souvent, oui, il y avait un earn-out, on n'a pas fait l'earn-out. On a signé 0 contrat avec des banques à partir de cette date-là, parce que toutes les banques étaient en gestion de crise, avaient viré, la plupart ont viré les équipes de risque qu'elles avaient, et on a signé quasiment aucun contrat entre octobre et décembre. Donc on n'a pas fait l'earn-out. Et derrière, tout l'état-major de Fermat a été viré. Non pas parce qu'on n'avait pas fait l'earn-out, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient grands, ils étaient américains, qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour continuer à développer le business. Donc les deux fondateurs ont été virés le 1er janvier, donc juste après la période d'earn-out qui finissait le 31 décembre. Le directeur de la R&D, qui était le 3e associé important de la boîte, j'ai négocié son contrat, il a été maintenu, parce qu'ils avaient trop peur que la R&D explose. Tous les autres sont partis. Moi, je suis parti en dernier du comité de direction parce que c'est moi qui avais les clés du camion. Ayant le juridique, le financier, la RH, les systèmes d'information. J'avais un peu de mal à me faire partir comme ça. Mais bon, voilà quoi. Et j'assume, j'avais un golden parachute. C'est pas beau. Hein. Non mais voilà, faut dire, c'est normal qu'un entrepreneur ait un golden parachute quand il pense ça. Voilà. Bah, vous voyez, vous êtes entrepreneur. Ouais, un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise, c'est normal, ça fait partie. Je rappelle qu'un mandataire social n'a pas de droit à la retraite, au chômage, donc bon, c'est bien d'avoir aussi un golden parachute pour payer facture. Vous avez négocié à l'arrivée ou avant la vente? J'ai négocié en arrivant chez Fermat. Quand je suis arrivé de ma boîte, j'ai dit je veux bien venir chez vous, mais j'ai un golden parachute. Parce que si vous êtes racheté et que moi je suis viré, voilà. Et donc j'avais bien fait. Pas un Golden Hello? Non, j'ai pas eu de Golden Hello. Non. Là, attendez, vaut mieux que ça soit payé. Enfin, un bon principe. On va revenir sur justement les choses où les gens de Fermat font différemment, etc. Un bon principe, on paye que sur la performance. Un Golden Hello, pourquoi je vous paierai? Parce que vous venez chez moi. Enfin, vous allez avoir un salaire, c'est super, quoi. Donc pas de Golden Hello. Si le gars n'est pas motivé, c'est pas la peine. Voilà. S'il est motivé que parce qu'il a un Golden Hello, c'est pas la peine qu'il vienne chez vous. C'est un sign-in bonus. On appelle aussi le sign-in bonus. Ça se pratiquait beaucoup à la sortie des MBA quand je suis sorti de mon MBA. J'ai des gens qui ont signé chez Merrill Lynch 100 000 euros de Golden de sign-in bonus. Wow. C'est extraordinaire. En fait, c'est pour vous motiver à bosser, quoi. Ah non, à venir parce qu'à l'époque, il y avait la concurrence entre si vous ne signez pas chez Merrill Lynch, vous étiez chez Morgan Stanley ou chez Lehman Brothers ou chez Goldman Sachs. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci dans les bons MBA. Donc il y avait ça. Aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait
toujours ou, En tout cas, moi, j'encourage pas, mais j'encourage pas chez les gens que j'accompagne. Il y a deux choses que j'encourage pas, c'est payer beaucoup. On paye sur performance, hein. Ça motive plus les gens. Et puis distribuer des BSPCE. Ça, je l'encourage pas. Vous allez rire, on vient de faire chez quelqu'un les BSPCE, bourse de souscription de part de créateurs d'entreprise. C'est un système de management package qui est très bien dans les jeunes entreprises. Il faut que l'entreprise ait moins de 5-8 ans. Il faut que ça soit une entreprise française et soumise à l'IS et que ça soit les salariés de l'entreprise française. Et ça a un régime fiscal préférentiel. Vous n'êtes pas imposé comme la plus-value, mais vous êtes plafonné, etc. Et ce que font beaucoup de boîtes, pour faire venir des gens qui ne pourraient pas payer, ils donnent des BSPCE. En gros, vous diluez, si vous êtes le créateur de la boîte, vous diluez parce que c'est des actions. BSA, c'est ça? Non, c'est pas des BSA, c'est très différent des BSA. On pourra discuter de ces problèmes de management package en long, en large, en travers, ça je connais très bien. Et donc, ce que font beaucoup d'entreprises pour attirer les gens, ils donnent des BSPCE. Ils les donnent. Parce qu'en effet, on peut les donner gratuitement. Là, pour chacun de mes clients, on les fait payer. C'est des gens qui ont entre 1 et 2 ans de boîte. Et on les fait payer. Un tarif préférentiel? Non. Et on leur fait payer. Non, on les fait payer à tarif préférentiel. Non, après, vous devez les souscrire. Donc, vous devez les payer. Oui, mais je veux dire, il y a un cours d'une action. Si on souscrit un bon de souscription, il y a aussi une valeur. En fonction de la valeur. Oui, mais normalement, un BSPCE, c'est prévu dans le BOFIP. Vous regardez le code des impôts. Normalement, c'est attribué gratuitement aux salariés. C'est reconnu comme étant de la rémunération. Mais si tant est que le prix d'exercice du BSPCE est en ligne avec la valeur de l'entreprise, c'est pas requalifié comme salaire et puis vous avez droit à un traitement fiscal particulier. Mais globalement, toutes les entreprises les donnent gratuitement. Donc il y a des gens qui distribuent 1%, 0,5%, 1,5% de leur capital comme ça en BSPCE. Moi je trouve que c'est bête. Moi, chez Ferma, j'ai payé mes BSA. À l'époque, on a mis des BSA en place. J'ai payé mes BSA pour les avoir. C'est plus motivant. Hein. D'abord, ça permet de vérifier que le gars est motivé pour rester dans la boîte. De toute façon, si vous donnez gratuitement, il prend. Il ne va pas vous dire non, je ne les prends pas. Quoi. Il les prend. C'est juste un bonus, c'est on top. Si vous faites payer, c'est plus le même message que vous faites, que vous envoyez à vos troupes. C'est voilà, vous êtes dans le même bateau que nous. Vous investissez aussi dans l'avenir de l'entreprise. C'est pas forcément cher. Hein. À l'époque, j'avais mis 25 000 € pour mes BSA. 2006. Je les ai sortis à combien? Hein? À beaucoup. À beaucoup. Je les ai sortis à beaucoup. Mais voilà quoi. Le point par rapport à ça, je pense que c'est donner les choses gratuitement. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc il faut que le gars comprenne que si potentiellement il rentre au capital, voilà, c'est pas gratuit. Faut qu'il investisse un petit peu, qu'il se sente concerné. Pas forcément beaucoup, mais les faire payer. Et l'avocate m'a expliqué, vous comprenez Eric, j'ai jamais vu ça, vous êtes les seuls à faire payer. Pourtant, un cabinet, très très bien, elle est excellente en plus cette avocate-là, donc je ne vais pas dire du mal d'elle. Elle est vraiment très très bonne, mais elle ne comprenait pas. On a fait payer BSP, elle m'a dit, mais Eric, j'ai jamais vu ça. Ouais, mais si on fait pareil que les autres, on ne sera pas meilleur que les autres. Combien, parmi toutes les boîtes qui ont mis en place des BSPCE, combien ont réussi? Réussi, c'est-à-dire qu'elles sont développées, elles ont été vendues cher. Combien? Peut-être 1%, même pas. Voilà, donc c'est pas en faisant ce que font 99% des boîtes qui échouent que vous serez forcément meilleur qu'elles. Mais combien de celles qui ont été vendues très cher avaient des BSPCE? La question peut tourner dans les deux sens. Après, le point c'est que la législation fiscale a tellement changé. 100% ou 95% qui avaient des BSPCE, c'est aussi une leçon du succès. Sur celles qui ont été récentes, sans doute, parce que depuis 2000, il y a eu des changements sur les lois de finances. À l'époque, quand vous avez parlé de BSA, c'était plutôt des BSA qu'on faisait. En 2005, BSPCE, ça n'existait même pas. Donc voilà, donc on n'essayait pas de faire des BSPCE. Mais le gouvernement a décidé que les BSA, c'était pas bien. Donc
Maintenant, les BSA, vous ne pouvez rien en faire. À l'époque, on pouvait mettre des BSA sur un PEA. Aujourd'hui, on ne peut même plus les mettre sur un PEA. Donc, voilà. Les BSPCE non plus, mais bon, voilà. Donc, derrière, je dirais, la réponse est au gré des lois de finances. Mais globalement, toutes les boîtes ont tendance à mettre des management packages. C'est quoi la différence entre BSPCE et BSA? Alors, un BSA, c'est un bon de souscription en action. Bonne souscription d'action. Donc, en gros, vous avez un droit d'acheter une action à un prix qui est déterminé. C'est surtout qu'on peut le donner à n'importe qui. Le BSA est cessible. Le BSPCE l'est pas. Un BSA, c'est cessible. Le BSPCE est attribué, il ne peut pas être cédé. Et surtout, le BSA n'est pas gratuit. Vous pouvez pas, c'est interdit de donner gratuitement des BSA, de toute façon. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, vous devez avoir un commissaire aux apports qui va justifier du prix du BSA. Et après, il faut justifier du prix d'exercice du BSA. C'est un peu lourd. Oui, non, mais ils ont tout fait pour que les BSA soient plus possibles. À l'époque, quand nous, on a eu les BSA, il suffisait que les BSA représentent à peu près, le prix du BSA soit à peu près entre 10 et 15% du prix d'exercice pour que ça soit OK. Plus ou moins. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc là, il y a des vraies problématiques. Alors que le BSPCE, c'est un bon de souscription, donc là aussi, ça donne droit, quand on l'exerce, à avoir une action, mais c'est attribué comme ça, il n'y a pas forcément de prix, ça peut être donné gratuitement. Par contre, c'est pas cessible, contrairement au BSA, vous ne pouvez pas le mettre dans un PEA, ça c'est interdit, et derrière, le prix d'exercice, il doit être fixé au moment de l'attribution, et il doit être corrélé. Vous ne pouvez pas mettre de discount à la valorisation de l'entreprise au moment où vous attribuez les BSPCE. Si ce n'est pas le cas, si vous mettez un discount, ou si l'administration fiscale trouve par hasard l'évidence que vous avez éventuellement pu mettre un discount sur le prix d'exercice, c'est requalifié automatiquement en salaire. Donc l'entreprise va devoir payer des charges patronales dessus, le salarié des charges salariales, et voilà. Et vous perdez tout l'avantage fiscal. Donc là aussi, il faut faire bien conseiller pour le faire proprement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On a beaucoup digressé depuis la question qui était comment vous avez fait pour rentrer dans la boîte. D'autres questions? On veut quoi maintenant? Moi, ce que je fais aujourd'hui, alors j'ai ma société de conseil. Donc j'ai ma société de conseil et d'accompagnement auprès d'entreprises. Donc j'interviens soit comme manager de transition, soit comme conseiller en fusion-acquisition. Pour ça, je suis enregistré comme conseiller en investissement financier, donc, agréé par l'AMF, via mon adhésion à une association professionnelle agréée par l'AMF. C'est obligatoire. Hein, voilà. Là aussi, méfiez-vous, si vous avez des leveurs de fonds, vérifiez qu'ils sont enregistrés, qu'ils ont un numéro d'ORIAS. D'un autre côté, j'ai fait 150 heures de stage. Pardon? 550 heures de stage. Ah non, non. Pour s'enregistrer comme CIF? Oui. Ah, je vous assure. Hein. Parce que moi j'ai eu des problèmes auprès de l'ORIAS pour faire valider. Hein. Peut-être pour valider un acquis, c'est peut-être compliqué. Ah, non, pour faire le stage, c'est pas compliqué. Hein. Non, pour être enregistré, pour que l'ORIAS valide mon enregistrement, alors que des opérations de haut de bilan, j'en avais fait un paquet. Hein. J'avais vendu les activités d'assurance de Crédit Suisse au Portugal et en Espagne. J'avais vendu Ferma. J'avais racheté un certain nombre de sociétés. J'avais racheté une société de dispositifs médicaux pour la boîte de pharma où j'étais directeur de contrôle de gestion. C'est moi qui avais géré les transactions, etc. Parce que le DAF avait jamais fait de... Moi, j'arrivais de Crédit Suisse, donc je vais faire plus d'acquisition. Malgré ça, pour pouvoir me faire enregistrer à l'ORIAS, ça a été compliqué. Mais... Alors peut-être que depuis... plus 4, plus les 150 heures de stage, vous avez d'office le truc. Ah, bah c'est fantastique. Pour faire le stage, à la fin du stage, vous pouvez l'enregistrer. C'est fantastique parce que juste, moi, je l'ai fait donc, en 2010 quand j'ai commencé. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis enregistré auprès de l'ORIAS. À l'époque, c'était compliqué. Et une nouvelle directive de l'AMF depuis l'année dernière, formation continue, on doit repasser un diplôme tous les ans. Hein. J'ai passé toutes mes vacances de Noël parce que le site de formation en ligne qui était agréé a planté pendant mes vacances d'été, donc j'ai pas pu le faire pendant mes vacances d'été. J'ai fait toutes mes vacances de Noël pour faire toute la formation et me passer le diplôme. Et si j'avais pas eu le pourcentage, on m'aurait expliqué que
mon numéro d'Orias, c'était terminé, quoi. Donc non, quand même, faut, voilà. Bon, maintenant peut-être qu'ils ont moins durci, mais de toute façon, entre les gens qui sont passifs et les gens qui sont sifs, il y a déjà un jour et la nuit, parce qu'ils ne sont pas agréés. Donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas un certain nombre de choses, et qu'au niveau de la législation, ils ne sont peut-être pas non plus au courant. Parce que les questions sur la législation, le code monétaire, etc., on y a eu droit. Il faut tasser. Donc par rapport à ça, c'est quand même une sécurité de prendre quelqu'un qui a un numéro d'Orias et qui est enregistré comme SIF. Sachant qu'on peut avoir un numéro d'Orias sans être SIF. Il y a d'autres métiers qui ont fait qu'on a un numéro d'Orias. Une fois que vous avez le numéro d'Orias, vous allez sur le site de l'Orias, vous rentrez le numéro, puis vous vérifiez pourquoi il est enregistré. Si c'est comme agent immobilier, c'est tout faux. Ah bah attendez, rigolez pas. J'ai un prospect qui m'avait mis en concurrence avec un mec qui me dit « Ouais, lui aussi, il a l'Orias ». Je suis allé voir sur le site, il était agent immobilier. Bah écoute, pas de problème, fais ta levée de fonds avec lui. Voilà, enfin, je veux dire. Donc les assureurs, les banques, etc. doivent être à l'Orias, mais les agents immobiliers aussi. Parce que comme ils doivent prendre les intermédiaires de banque et puis ils prennent les trucs. Donc ça, c'est une des raisons pour. Donc aujourd'hui, je fais ça. Et puis je suis également administrateur et actionnaire d'une PME qu'on a repris avec un copain. Celui qui a fait les autres Valvillers. Voilà. C'est quoi l'objet? C'est de l'instrumentation, c'est des débitmètres à ultrasons. L'instrumentation, voilà. Ça fabrique des débitmètres à ultrasons pour les usines de traitement des eaux, les égouts, les pipelines, les torchères sur les sites pétrochimiques, etc. Donc voilà, donc un peu entrepreneur quand même, parce que j'ai mis de l'argent dedans. Et puis j'accompagne à mes heures perdues donc d'autres entrepreneurs où je suis là en temps partagé, je fais leur levée de fonds, des choses comme ça. Et je conseille des family office quand ils investissent également. Des fonds d'investissement, des due diligence. Donc en gros, je fréquente beaucoup les entrepreneurs. Beaucoup. Sur des problématiques variées, mais plutôt des problématiques financières. Une structuration de la croissance. Mettre en place tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la DRH, la compta, la finance, etc., pour que la société puisse grossir. Et c'est en France, en Suisse Mes clients peuvent être un peu partout. Là, je viens d'ouvrir des filiales à l'étranger pour certains de mes clients, parce que j'ai déjà fait, donc je continue à le faire. On ne fait bien que ce qu'on a déjà fait. Et puis j'interviens également j'ai coaché des étudiants du MBA HEC Entreprendre. À Paris, ouais. Le MBA HEC. Le master, pas le MBA, le master Entreprendre d'HEC. J'ai coaché des joueurs Jodas, des étudiants sur leurs problématiques de redressement d'entreprise, notamment. Donc voilà, donc plutôt, mes interlocuteurs sont plutôt des entrepreneurs. Donc je vois ceux qui fonctionnent bien, d'autres qui font des bêtises. Ce qui est intéressant, puis j'essaye de faire profiter des bêtises qu'on a pu faire, parce que on se trompe toujours, on apprend en se trompant. L'expérience n'est qu'une suite d'accumulation d'erreurs. Exactement. Et là-dessus, je suis très américain, comme vous avez entendu. Moi, j'ai commencé ma carrière dans des groupes anglo-saxons, Procter & Gamble, Shell. On a le droit à l'erreur. L'échec est célébré comme un succès. Ouais, surtout si on tire les bonnes conclusions. On a le droit de se tromper et on vous demande d'essayer et d'avoir des initiatives. Et ça, j'ai vraiment beaucoup retenu ça de mes expériences dans les groupes américains, enfin anglo-saxons. C'est qu'on vous donne des responsabilités, il faut les assumer et puis vous le faites. Donc voilà, j'avais même pas un an chez Procter & Gamble que j'avais un budget de plusieurs millions d'euros et que je devais organiser complètement une usine qui avait des problèmes d'assurance qualité et d'agrément. Donc voilà. Un an d'expérience en tout et pour tout. J'ai fait des stages avant, c'était tout. Je suis pas sûre que ça va être en France. Dans un groupe français, non, je pense pas. C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié d'être dans ça. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Enfin, je veux dire, moi, j'adore les entrepreneurs qui se lancent, etc. Parce que j'ai pas forcément le courage de faire pareil. J'ai accompagné des entrepreneurs, mais voilà, à part créer ma boîte de conseil et puis co-investir avec des gens, moi, j'ai pas été entrepreneur. Enfin, j'ai pas créé from scratch une activité, donc je trouve ça quand même gonflé. Le problème, c'est qu'on peut se tromper, donc voilà, faut
faut aider les gens pour pas qu'ils se trompent et essayer de les conseiller. Et c'est ce que j'essaie de faire parce que j'ai eu la chance d'être dans une success story. Alors, pas aussi fameuse que Murex, Business Object ou d'autres, Facebook. Mais bon, parce que c'est rigolo, parce que quand Stéphane m'a dit, Eric, tu vas témoigner de ton expérience d'entrepreneur, j'ai répondu, c'est pas bon pour mon ego, je vais prendre le melon. Mais je peux vous dire qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé mon activité, je suis allé à un événement networking d'HEC où on faisait intervenir des entrepreneurs qui ont réussi. Et j'étais à votre place et c'était Kosciusko-Morizet qui était là. Pas elle, lui. Oui, bien sûr, Pierre. Oui, mais enfin. Oui, c'était son frère. Voilà. C'était le frère de. Donc c'est voilà, donc bon, et j'ai appris beaucoup en écoutant aussi ce qu'il racontait. Il y a beaucoup de choses. Il y a une question qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs. Il y a un entrepreneur qui avait dit, mais quand vous avez créé Price Minister. Est-ce que vous aviez... Il y avait aussi des gens qui avaient créé Quel Coup aussi qui étaient là. Donc, une belle success story aussi. Comparateur de prix. Pas du tout la même chose que ce que moi j'ai l'habitude de faire. Moi je connais bien le B2B. Eux c'est du B2C, donc ça n'a rien à voir. Et il y a quelqu'un qui a posé la question à Pierre, que je suis en disant, quand vous avez créé Price Minister, est-ce que vous pensez que vous allez revendre, parce qu'il avait revendu un peu de temps avant à Rakuten. Et il avait dit, écoutez, si vous rencontrez un entrepreneur qui n'a pas dans le coin de la tête qu'un jour il va faire une grosse plus-value en vendant sa boîte, soit c'est un menteur, soit c'est pas un entrepreneur. On ne crée pas une entreprise pour aller jusqu'à la retraite avec son entreprise et la donner à ses enfants. Il peut arriver que ça se fasse, mais globalement, quand on crée une entreprise, c'est pour la développer et puis derrière, voilà, faire que... Ça dépend. Je pense que c'est des modèles économiques différents. J'en ai pas rencontré beaucoup des boîtes allemandes, des boîtes familiales allemandes, qui sont ancrées sur leur territoire. Oui, enfin, il y en a des groupes familiaux allemands, mais je connais aussi des boîtes dans l'instrumentation allemande qui sont créées from scratch en rachetant des boîtes. Et dans l'instrumentation en particulier. Donc, après, Bayer, c'est plus trop familial, quoi. Voilà, donc il y a quelques boîtes familiales allemandes, oui, les fameux PME allemandes. Voilà, mais je pense que ce qui les marque, le marqueur, c'est pas forcément le fait que ça soit familial, c'est l'environnement qui est autour qui fait que. Après, je suis pas un expert en micro et macroéconomie, mais voilà, je pense que pour avoir quand même côtoyé quelques boîtes, voilà. Après, les Allemands sont quand même très particuliers. Enfin, discuter avec des Anglais, des Américains, très clairement, même j'ai habité quand même 4 ans en Belgique. Les entrepreneurs belges, ils ne sont pas là forcément pour que ça soit transmis à la descendance. Il y a des Belges, il y a des belles dynasties en France, la famille Mullier, la famille Michelin, etc. Très bien. Mais globalement, aujourd'hui, un entrepreneur est plutôt là pour faire développer sa boîte et peut-être un jour faire un exit, quoi. Et donc, l'exit, ça se réfléchit pas tous les matins en se rasant, mais bon, ça se prépare à l'avance, quoi. C'est évident, quoi. Donc voilà, donc modestement, j'essaye de faire profiter dans mon activité tous les jours des entrepreneurs que je rencontre, de ce que j'ai appris en rencontrant d'autres entrepreneurs ou en étant à côté d'eux ou en travaillant dans des PME, des startups, etc. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je crois que mon plus gros client, aussi j'ai quand même ça m'arrive d'intervenir dans des très gros clients, mais c'est plutôt dans le diagnostic d'entreprise ou business unit ou des choses comme ça. Mais en gros, mon plus gros client aujourd'hui, il doit faire quoi? Il doit faire 5 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas. Hein? Pardon? C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans. Voilà. Hein? Pas terrible. Break-even. C'est juste au break-even, donc c'est compliqué. Par contre, j'ai un de mes clients qui cartonne, quoi. Qui a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui a fait 1 million, il y a 2 ans. L'année dernière, il a fait 1,2 million. Et là, il va faire 3 ou 4, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, un point important, puisqu'on parlait de pourquoi on réussit, etc. Le truc que je vois, alors il y a des contre-exemples, les grandes success stories, c'est du B2C, c'est Facebook, c'est d'autres choses, quoique il y en a beaucoup qui se cassent la figure aussi.
Mais je pense que pour un entrepreneur, c'est quand même plus facile de faire du B2B que du B2C. C'est moins risqué. C'est moins On coûteux. dit souvent que nous les Français, on est incapables de faire du B2C. Les Américains, on est plus, enfin nous Français, Européens, je veux dire, on est beaucoup plus capables de s'occuper d'entreprises dans le B2B, alors que les Américains et les Asiatiques sont beaucoup plus dans le B2C. Bah, pourtant, t'as Blablacar. Ouais, il y a quelques exceptions en Europe. Mais d'un autre côté, quand vous regardez la structure du marché, enfin, le marché européen, ça n'existe pas. Hein. Les États-Unis, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, les États, enfin, chaque État, ses réglementations, etc. C'est pas toujours évident. Mais globalement, c'est quand même une langue, un corpus juridique qui est quand même assez similaire, même si très différent. Enfin voilà, la fiscalité, le droit est différent d'un État à l'autre. Globalement, c'est un marché unique avec une seule langue. En Asie, vous avez quand même des gros marchés, enfin l'Indonésie, la Chine, l'Inde, c'est des gros marchés. Hein. Donc faire du B2C sur 1 milliard d'habitants, ça va. D'ailleurs, Success story Alibaba notamment. Alibaba en Chine, mais vous avez Amazon aux États-Unis pour le B2C, mais vous avez eBay, vous avez des choses comme ça. Mais globalement, c'est quand même plus facile, à mon avis, de faire du B2B quand on est entrepreneur que du B2C. Pourquoi? Parce que les coûts marketing pour acquérir les clients, c'est énorme. Ça coûte cher. Si vous êtes sur du B2B bien ciblé, enfin nous c'était facile chez Fermat. Hein. Nos clients c'était les banques. Bah voilà, hein, ils sont identifiés. Hein. Après vous faites ce qu'il faut pour les attaquer, mais globalement vos clients c'est les banques. Là dans ma boîte d'instrumentation, mes clients, dans l'eau c'est facile, hein, en France, Veolia, Suez, c'est assez rapide. Hein. Faites les régies des eaux, le SIAP, les choses comme ça. Faites pareil dans les autres pays. Globalement les clients vous les connaissez quoi. Et les groupes pétroliers, pareil, vous les connaissez. Donc c'est assez facile. Ensuite, donc le coût d'acquisition est quand même pas forcément aussi élevé. Derrière, vous êtes sur des transactions unitaires qui sont souvent plus importantes. Les multipliables, on n'est pas dans le moteur, souvent. Bah ouais, on peut faire du resell, on peut faire la vente plus, etc. Mon client là qui a une progression extraordinaire, c'est du B2B. Hein. C'est du B2B Murex, c'est du B2B. Pourtant, ce client-là, c'est de l'international tout de suite. C'est-à-dire que lui, il fait 200, 1 million, 1 million 2, 1 million 3, 3 millions. Il a un client en France, un seul. Donc, ça représente 200 000 euros son chiffre d'affaires en France. Donc, on peut faire du B2B international très vite également. Mais ces clients sont bien identifiés. En plus, ils ont le bon goût d'être regroupés géographiquement dans des endroits bien identifiés, style Londres, Genève, Singapour, Houston. Donc, c'est simple. Donc voilà. Mais par rapport à ça, le B2B, c'est des clients qui vont payer, qui sont solvables, qui sont plus faciles à acquérir, à identifier. Donc les coûts marketing sont assez réduits. Si vous êtes intelligent, vous pouvez vendre de la prestation autour. Vous faites tout de suite du business. Et donc vous avez tout de suite une capacité d'autofinancement qui est difficile. En B2B, augmentation de capital, etc., vous pouvez éventuellement vous en passer. Et ça, c'est important, mine de rien. Après, il y a des très bons exemples de B2B, enfin, des belles réussites du B2C. Hein. Starbucks Café, très beau en B2C sur un business model quand même. Enfin, vendre du café, c'était quand même pas très innovant. Non, mais c'est vrai. Dans la bière, Samuel Adams aux États-Unis est une success story à côté de Budweiser, etc. Mais c'est extraordinaire. Donc on peut faire des choses innovantes sur des marchés complètement matures, etc. Après, c'est comment on le package. Mais le B2B, c'est quand même, honnêtement, les fonds d'investissement avec qui je travaille, enfin, les familles F6 avec qui je travaille, on se focalise plutôt sur le B2B que sur le B2C. Après, moi, j'ai rien contre. Mais le B2B, c'est pas mal. Parce qu'il y a plus de prédictibilité. On n'est pas sur du long tail. Enfin, c'était le terme à la mode il y a 4-5 ans. Quand j'ai débuté, le long tail, c'est que vous vendez beaucoup de transactions unitaires très basses. Donc voilà, c'est très bien, mais c'est pas...
compliqué, hein. Faut avoir des grands marchés. Et la France, bah, vous faites comment? Vous avez 60 millions d'habitants? Pour que ça devienne rentable, des transactions à combien de quelques centimes? Voilà. Donc après, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez vous levez beaucoup d'argent parce que potentiellement, etc. On peut démarrer ailleurs qu'en France. Oui, mais Blablacar, je ne suis pas bien sûr qu'il gagne de l'argent encore. Je ne sais pas s'il gagne Et de en l'argent. plus, il y a le géant américain qui arrive derrière. Les financeurs. De covoiturage, je sais plus comment il Get, s'appelle. je sais pas quoi là. Oui, ça doit être ça. Qui est avec Volkswagen, qui est Oui, ce matin, il y avait une qui news débarque en ce France, matin, qui va les où dégommer, de toute Blablacar s'était associé avec Toyota ou je sais pas quoi, façon. Oui. et l'autre arrive avec Volkswagen. Donc ça va être. Donc, Non, je veux pas dire qui gagne. non, mais je veux dire, ça va être. Il va y avoir des Pour les victimes. dégommer, Blablacar, il va falloir y aller. Déjà. Oui, ils ont été très bons, mais aujourd'hui, ils ne gagnent pas encore de l'argent. Parce qu'ils sont en phase de développement à l'étranger. Voilà. En B2B, vous pouvez gagner de l'argent et vous déployer à l'étranger. Est-ce que la finalité, c'est de gagner de l'argent ou c'est grossir? Si vous gagnez. C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est une excellente question. L'investisseur, lui, il veut qu'un jour ou l'autre, il fasse sa plus-value. Voilà. Le fondateur, Amazon est le seul exemple que je connaisse de boîte qui a grossi énormément sans jamais gagner d'argent. Ou quasiment jamais. Jusqu'à récemment, Amazon ne gagnait pas d'argent. Et by the way, Amazon ne gagne pas d'argent avec ses activités Parce qu'ils B2C. sont diversifiés. Tout le monde a bien noté que Amazon ne gagne pas d'argent avec son activité B2C. Prenez le rapport annuel de Amazon, ce qui fait gagner de l'argent à Amazon, c'est le cloud. Amazon Web Services, c'est du B2B. J'étais chez un spin-off d'Asso System pour faire un concurrent de Amazon Web Services. Voilà, c'est compliqué, mais c'est du B2B. C'est de l'industrialisation. Donc, après, voilà, maintenant Facebook gagne de l'argent. Ok, mais voilà. C'est quand même pas évident. Au début, heureusement qu'ils ont eu des gens qui ont mis beaucoup d'argent dedans. Et après, grâce à une position dominante, ils peuvent. Voilà. Les premières success stories start-up Microsoft, ils ont gagné de l'argent très vite. Hein. C'est du B2. Il y a eu pas mal de B2B. Hein. Ils vendaient aux entreprises. Comme Apple. Donc derrière, il y a quand même des modèles économiques B2B qui ont très bien marché. Aujourd'hui, le B2C a beaucoup grossi, mais sans gagner d'argent, et ils en gagnent après, une fois qu'ils sont en position dominante. Peut-être que je dis des conneries en disant ça, mais Facebook, c'est parce qu'il n'y a personne en face que tout le monde passe par ce réseau-là, donc la publicité rapporte, etc. Google, 95% des gens ont utilisé Google pour le moteur de recherche, donc après ils ont mis des choses gratuites autour, et grâce au trafic, ils ont vendu des choses. Mais remarquez que une grosse partie de ce que vend Google, c'est du B2B aussi. Hein. Les statistiques de trafic, etc., c'est vendu aux entreprises. Des gens qui sont très successful dans le logiciel français, comment il s'appelle, Criteo. Criteo, c'est du B2B. Hein. Qui exploite justement ce que fait les boîtes qui veulent se développer en B2C. Parce que il y a du truc. Et d'ailleurs, justement, quand j'ai fait mon MBA en 2000 à HEC, donc c'était l'époque où tout le monde partait dans les startups. Et le responsable de l'activité numérique de Capgemini, de Genie Consulting de l'époque, a dit une chose qui m'avait beaucoup frappé. Il dit quand il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis, les gens qui ont gagné de l'argent, c'est pas les gens qui sont partis chercher de l'or, c'est les gens qui ont vendu des outils et des jeans. C'est con. Et donc, finalement, les gens, regardez toutes les boîtes qui ont été créées dans la bulle Internet de l'an 2000, il en reste combien? Pas beaucoup. Il reste quoi? Il reste Price Minister. Quel coût? Mais bon, c'est quand même pas. L'Orient, c'est pas encore. Voilà. Il ne reste plus beaucoup. Par contre, les gens qui étaient autour, qui ont fourni des choses, etc., il y en a encore qui sont là. Hein. OVH, par exemple. Mais ça va lui faire mal à Amazon Web Services à OVH quand même. Mais oui, c'est des gens qui font des. Cisco est toujours là. Il y a quand même des gens qui sont encore là. Les networks, ok, Alcatel-Lucent, ils souffrent, mais ils sont encore là. Nokia est encore là. Enfin, bon, il y a beaucoup de gens qui font du B2B, qui fournissent des infrastructures et qui sont encore là. Enfin, les gens qui vendent des infrastructures pour l'Internet des objets, il y a Weezing qui vient d'être vendu pour pas beaucoup d'ailleurs, pas cher. Eric Carrel, c'est un copain puisqu'il a fait la même école d'ingénieur que moi. C'était mon prof d'électricité quand j'étais étudiant.
fournit des infrastructures. Il n'est pas en train de faire le truc qu'on met au poignet, quoi. Parce que c'est compliqué, le truc qu'on met au poignet. Bah, c'est compliqué. C'est Under Armour qui a arrêté... non, c'est Nike qui a arrêté il avait fait une montre, enfin un truc... Nike a arrêté son objet connecté sur truc au poignet, ça marchait pas super bien. Enfin, il y a Under Armour qui essaye de faire la même chose pour le fitness, etc. Mais c'est compliqué. Par contre, les gens qui vendent les outils, les logiciels, les machins, bah eux, ils s'en foutent, hein, il y en aura un autre qui va venir. L'exemple typique, Huawei. Qui connaissait Huawei? Hein? C'était en Chine. Ouais. Maintenant, on connaît les portables, mais les portables, c'est que dalle hein, dans leur business. C'est le principal fournisseur de réseau pour SFR. C'est un exploitant de petits enfants. Hein? Pardon? Un exploitant de petits enfants. Non, c'est chinois. Donc voilà. Je veux dire, il y a quand même. Le B2C, c'est excitant. Ah oui, le B2C, c'est excitant, ouais. Non, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Parce que je vais faire une unicorn. Je vais faire une unicorn. Yes. Ouais. Mais. Je vais donner un autre truc tout con. Un des meilleurs copains du fondateur d'un des deux fondateurs de Ferma, il a un business. C'est pas sexy. Il fait des tuyaux en plastique pour mettre dans les cheminées. Ça, c'est pas sexy. Qu'est-ce qu'il développe? Qu'est-ce qui se développe? Il gagne de l'argent. C'est pas sexy, hein? Donc, après, ça dépend ce qu'on veut faire de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on veut être reconnu? Est-ce qu'on veut faire les pages People comme celle qu'avait créée, comment ça s'appelait Ramel. Non, Carmel. Non, je parlais de celle aux États-Unis qui expliquait qu'ils allaient pouvoir faire des analyses de sang en demande, etc., qui vient de s'écrouler. Ouais. Elle vient de s'écrouler, là, sa boîte. Parce que c'était C'est officiel? Bah oui. Hein. Ça, c'est mal en point, en tout cas. Hein. Alors qu'il y a 4 ans, on ne jurait que par ça. C'était le business case dans le B2C pharmaceutique. C'était avant les analyses. Elle levait des fonds? Elle levait des fonds. Les analyses médicales, ça coûtait cher, c'était pas précis, etc. Maintenant, avec quasiment rien, on avait la solution à tout. Ouais, c'était la solution à tout. Bah, ouais. Mais toujours le même modèle. Enfin, moi, je trouve que le modèle économique de je lève beaucoup de fonds, etc., c'est pervers. Honnêtement, je trouve que c'est pervers. Pourquoi? Parce que ça n'oblige pas les gens à tirer la quintessence de l'euro qu'ils ont dans leur poche. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes vachement créatif. Pourquoi les mecs de Ferma ont été bons? Parce que un des deux créateurs de Ferma, quand il a créé sa boîte, il a vendu sa boîte, sa caisse, il en a racheté une d'occasion qui était pourrie. C'est une anecdote qu'il m'a racontée, je ne vous le garde pas. Et la porte du côté passager ne s'ouvrait plus, un truc pourri, parce qu'il a mis tout l'argent qu'il avait dans sa boîte et ils ont essayé d'être astucieux pour gagner de l'argent très vite et se développer. D'où, je ne suis pas comme les autres. Moi, je vends des licences temporaires, alors qu'à l'époque, Microsoft, c'était des licences permanentes. Je vends, et SAP, c'était des licences permanentes. Je fais tout différemment des autres. Être décalé. Décalé, pas pour le plaisir d'être décalé, mais en y réfléchissant bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raison pourquoi il a fait ça. Je vous ai expliqué pourquoi je mets mon centre de recherche à Grenoble. C'est parce que bassin d'emploi plus réduit, pas de turnover, les gens sont contents parce qu'ils peuvent aller skier le week-end, donc ils ont une qualité de vie extraordinaire, ils me coûtent moins cher, ils ne vont pas bouger. Je suis le principal employeur dans le domaine du logiciel à Grenoble. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était le cas. Donc des choses comme ça, c'était réfléchi. Dans le cas Nancy, de boîte de service. Ils sont à Nancy, choisis d'être à Nancy, parce que les étudiants, parce que c'est une qualité de vie différente de Paris. J'ai vu ça récemment à Nevers. Ils ont moins de turnover. Ils mettent des call centers à Nevers. Les gens ne bougent pas. Ils parlent français. Dans les catastrophes, j'ai eu un problème avec mon provider internet. J'appelle les 2 premières fois pour les tickets. Je ne comprenais même pas ce que la personne me disait en face. Je ne sais pas où était le call center. Donc voilà. Après, derrière, on peut faire les choses différemment. Et il y a des gens qui arrivent à développer des call centers de super bon niveau en France. Différemment. Donc on peut faire des choses, je dirais, différemment et réussir. Si on fait pareil que tout le monde, de toute façon c'est compliqué. Hein, après c'est de la commodité. Pourquoi Levi's a failli mourir? Parce que c'était un jean, c'était une commodité. Il aurait dû se réinventer. Donc, voilà. Et dans le B2B, il y a plein de façons de sortir de la commodité. Vous avez de la prédictibilité, vous avez... Puis
B2B, le MeToo, ça marche moins bien, quoi. Le MeToo, voilà. Il y a combien d'applications là qui vous disent où sont les stations-service les plus proches avec le tarif, etc. Non, mais attendez, c'est un truc d'actualité. Il y en a combien? 3 ou 4. En plus. Il y avait un article ce matin dans, je sais plus, le Parisien, etc., qui listait au moins une dizaine. Ils vont pas vivre. Ils vont pas vivre. Maintenant, pareil, de l'allocation de voitures, le prêt de voiture entre particuliers, ce qui n'est pas Blablacar, c'est autre chose, avec l'assurance, etc., et les plateformes. Il y en a combien? Il y en a déjà 5 ou 6 en France. Donc, ça va être difficile, hein. Parce que dès qu'il y a un truc B2C, ça se voit tout de suite, il y a de la publicité, on est obligé de faire de la pub, et donc le MeToo, c'est quoi la barrière à l'entrée, quand même pas énorme. Logiciel, quoi. Hein? Logiciel qui a Ah pas ouais, un compte client. Ouais, c'est pas, le logiciel, c'est pas toujours une grosse barrière à l'entrée. Hein. Mais le compte client, c'est compliqué. Hein? Après, Les clients, c'est compliqué. Qui mangera les autres. Quoi. Bah, c'est la stratégie de quel coût? Quel coût? Enfin, nous, ils nous ont expliqué la stratégie quel coût? Quel coût? Ils ont levé des fonds. Pourquoi? Pour avoir du monde. Pour racheter les concurrents. Ils sont allés voir tous les moteurs de comparaison de prix en Europe et ils ont dit, nous, on vient de lever beaucoup d'argent. Donc, soit vous acceptez qu'on vous rachète et vous pouvez survivre, soit on va vous tuer de toute façon. Mais c'est quand même un business model de requête Internet dont tu parles. Pardon? C'est le business model de requête Internet. Je connais pas. C'est le gros fonds allemand qui imite tout. Ouais. Par exemple, Deliveroo, ils ont fait Foodora. Airbnb, ils ont fait Windows. Ouais. Donc après, si on a les poches... Ils à chaque fois et puis ils mettent énormément d'argent et puis ça marche. Mais est-ce que... Enfin, voilà. il faut beaucoup d'argent. Ouais, il faut vraiment beaucoup d'argent. Mais on n'est pas sûr de Prise de gagner part de l'argent. marché. On n'est pas sûr de gagner. Ouais. On On n'est pas sûr de gagner. n'est pas sûr de gagner à la fin. C'est pour ça que je trouve que essayer de trouver, d'essayer de réfléchir à quelque chose où on va pouvoir se différencier, où il y aura des barrières à l'entrée, ou quelque chose qui va... Hein, le truc tout con, reportez-vous à Porter, hein, Five Force, est-ce que j'ai des barrières à l'entrée, etc. Enfin, mes cours de stratégie, je les garde encore en tête. Il y a quelques bouquins qui sont très très bien, pas très épais, où d'abord vous allez apprendre qu'il y a... Voilà, pour les entrepreneurs, ne pensez pas qu'il y a des secteurs où on ne peut pas gagner de l'argent. Je me rappelle d'un super bouquin de Harvard Business School qui est épais comme ça. Ça s'appelle Competitive Landscape. Où le mec dit qu'on peut faire, c'était en 2000, hein, qu'on peut faire plus d'argent dans la sidérurgie que dans certaines boîtes pharma. À l'époque, il y avait Nucor, Chaparral, qui recyclait de la ferraille et qui gagnait beaucoup d'argent. Là où Usinor Sacelor en perdait tout ce qu'il voulait. Mais c'est pas parce que vous êtes dans un secteur qui ne gagne pas d'argent que vous ne pouvez pas en gagner. D'ailleurs, vous avez plus de chances de pouvoir en gagner si c'est compliqué, parce que si vous êtes intelligent, vous pouvez faire les choses différemment. Et il n'y a pas de secteur où on gagne forcément d'argent. Le groupe pharmaceutique où j'étais, on faisait 15% des bidas. C'est misérable, c'est de la pharma. C'est misérable. Misérable. Les grands groupes pharmaceutiques, Pfizer, Sanofi, ils font beaucoup plus que ça. Donc voilà, on peut être dans la pharma et pas gagner beaucoup d'argent, on peut être dans la sidérurgie et gagner énormément d'argent. Ce qu'il faut, c'est trouver un business model qui va faire que les concurrents vont se casser les dents sur vous, etc. Ça va être difficile de rentrer. Pourquoi mon client, il a une croissance exponentielle et que ça se passe bien pour lui? C'est qu'il a apporté quelque chose que personne n'apportait sur le marché. Et ceux qui achetaient ce produit-là étaient en position meilleure sur leur marché que leurs concurrents. Il permettait à ses clients d'être plus efficaces. Donc, en un an, il a vendu, il y avait 44 clients potentiels en Europe, il a signé 42. Bah oui, parce qu'une fois qu'il y en a qui ont commencé à utiliser et qui ont été meilleurs dans leur boulot que les autres, Émulation. Tout le monde l'a acheté. Tout le monde l'a acheté et derrière, c'est très simple, hein. Personne ne va le retirer. Parce que s'il le retire, il n'est plus à égalité avec les autres. Et pour rentrer maintenant que c'est installé, ça va être compliqué. Un produit encore meilleur. Encore meilleur, qui fait mieux. Ouais. C'est compliqué. En plus, il est installé chez tout le monde. Donc pour gagner de la part de marché, c'est compliqué. Hein. Si c'était dit ça, il ne serait pas allé. Oui, mais il n'y avait pas de produit. Il n'y avait pas de produit. Ce qu'il apportait, il n'y avait pas de produit. Il n'y a personne qui le faisait. C'était un marché où il n'y avait pas de produit qui permettait d'être efficace sur ce qu'il faisait, sur la transaction qu'il faisait. Ils ont été vraiment très très bons. Et par rapport à ça, faut réfléchir à des trucs comme ça.
Pourquoi Samuel Adams a percé dans la bière aux États-Unis? Budweiser, c'était mastodonte. Ils ont percé, ils ont gagné beaucoup d'argent. Parce que c'était de la limonade dégueu, la Budweiser. Si vous voulez vraiment boire une bonne bière aux États-Unis, il n'y a pas de choix. C'est du marketing, ça. Ah non, c'est pas que du marketing, le produit n'est pas pareil. C'est du marketing. Ah non, mais attendez, Samuel Adams, le mec, il est allé à la fête de la bière à Munich pour comprendre ce que faisaient les brasseurs européens. Il s'est dit, attendez, je vais apporter quelque chose de disruptif sur le marché de la bière parce que je vais faire les micro-brasseries. Il n'y en avait pas à l'époque aux États-Unis, maintenant il y en a plein. Mais ça a été la première micro-brasserie aux États-Unis. Hein. Le mec, il a apporté autre chose, hein. C'était pas la Bud. Et puis, en gros, c'est du marketing, quoi. Pas seulement, il apporte un produit. Si vous faites que du marketing, vous pouvez mettre beaucoup d'argent. Il n'a pas réinventé la bière. Il a réinventé un segment sur le marché de la bière aux États-Unis. Tout comme Starbucks, c'est que du marketing. Dans 10 ans, ça n'existera plus. C'est pas que du marketing. À l'époque, Starbucks ça a été créé quand même fin des années 90. C'est un café 4 fois plus cher qui n'est pas meilleur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'alternative. Non, mais si c'est pas du marketing, pourquoi les gens y vont? Parce que si vous voulez boire un bon café. café. Les gens achètent un Apple 2 fois plus cher alors qu'il y en a. Ça c'est autre chose. Ça c'est du marketing. Oui, mais je pense que Starbucks, c'est pas du marketing. Ils sont bons en marketing, mais c'est pas du marketing. Le marché du café aux États-Unis, à la fin des années 90, en plus j'étais à UCLA pour mon MBA, parce que j'étais en programme d'échange, c'était le début de Starbucks. Le marché du café aux États-Unis, fin des années 90, c'est, je répète, Folgers d'un côté, Maxwell House de l'autre. Folgers, c'est pour le Tergam, Maxwell House, bon ben voilà. Donc c'est les grosses boîtes en fer dans les linéaires, et c'est la machine. Mais c'est ça. Le café du truc que vous allez boire, le grain de café en ce moment dans Starbucks. Ah bah non. C'est l'ambiance quand vous rentrez dans la boutique. C'est le fait que vous... Nespresso, dans ce cas, c'est plus du marketing que Starbucks. C'était complètement différent. L'expérience utilisateur. C'était complètement différent. C'était complètement différent. Aux États-Unis, vous viviez quoi? Enfin, moi qui étais européen, j'arrive aux États-Unis. C'est quoi le café aux États-Unis? C'est un espèce de truc qui reste à chauffer toute la journée dans un coin des bureaux. Qui est allongé à plus savoir quoi en faire, et ils appellent ça du café. Et c'était fait avec des boîtes de café en métal. Ok? Starbucks, c'est plus pareil. Vous avez... C'est le petit pot, les gens se baladent avec le couvercle. Et vous avez le choix. Attendez, dans Folgers ou dans Maxwell, vous savez pas d'où vient votre café, vous savez rien du tout. Hein. Vous avez un café, voilà, c'est de l'arabica, du robusta, et puis voilà. Starbucks, c'est une carte longue comme ça, vous choisissez, est-ce que vous voulez comme ci, comme ça, etc. C'est plus du tout le même produit. C'est comme. Citadin, c'est le côté où on peut se déplacer, est-ce que c'est pas un. Oui, mais attendez, aux États-Unis, ils avaient déjà ça. Enfin, ils se déplaçaient avec le thermos aux États-Unis. Ils arrivaient avec le. Donc ils étaient déjà habitués à ça. En France, alors que nous, on a du très bon café. Pourquoi ça marche en France? Parce qu'ils n'ont pas fait la même chose en France. Ils n'ont pas apporté la même chose en France. Ce qu'ils ont apporté, c'est de la convivialité sur un endroit où voilà. Moi, mon premier Starbucks, je ne l'ai pas fait aux États-Unis. C'est assez rigolo parce que c'était en pleine expansion. Mon premier Starbucks, je l'ai fait quand il a ouvert, c'est à Édimbourg, en face du Château Royal. Vous allez au Starbucks d'Édimbourg, qui est en face du Palais Royal, c'est pas un café, c'est un lieu de vie. Vous avez des énormes, par l'époque, vous avez des énormes fauteuils en cuir, etc. Vous vendez une expérience client. Point. Mais vous ne vendez pas du café. D'accord. Mais non, c'est pas du marketing. Le marketing, c'est l'outil. Ça correspond à un besoin. C'est l'outil. Non, ça ne répond pas à un besoin parce que, encore moins en France, parce qu'en France, moi je suis rentré dans un Starbucks un jour, j'ai dit c'est quoi ce truc à 4 € le truc, avec du café à la vanille qui est dégueulasse. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vais dans un... C'est pour vous dire que le truc en France est différent. Ils ont apporté une mode, pris auprès des gens. Mais c'est pas. Mais là aussi, il faut réfléchir. Le marketing, à mon avis, c'est qu'un outil. Le marketing, c'est ce qui va vous permettre de. Le marketing, c'est la segmentation, c'est voilà, c'est le produit, le positionnement, etc. C'est ça le marketing, c'est un outil. Mais quand Wattwiller, revenons à l'exemple Wattwiller, quand Wattwiller a apporté de l'eau minérale, l'eau minérale, ça existait. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Si vous vous rappelez la pub de Wattwiller, c'est quoi? Non, ils n'ont pas apporté la bouteille. Non, ils ont apporté... Vous verrez que le design de Wattwiller, il saute pas du tout aux yeux. Hein. Ils se confondent même avec de la Contrex. Ouais.
C'est comme Tissot à une époque, les bouteilles bleues, tout le monde prenait les bouteilles bleues, c'était génial. Mais Les bouteilles alors, écossaises justement, à 4 euros. donc Valvillers, c'était quoi le truc? Ben, si vous avez vu leur première pub télé, vous vous rappelez pas? Alors, C'est la bouteille en eau qui montait toute seule comme ça. ben, il n'y avait pas de bouteille d'ailleurs. Oui, c'était. Vous remplissez un truc, et puis au bout d'un moment, vous ne vouliez plus rien. Et le slogan, c'était l'eau pure. Parce qu'à l'époque, c'était le problème où on avait des nitrates, on avait tout un tas de problèmes. Le mec, il a juste apporté une chose, je vous apporte une eau pure. Il répondait à un besoin qui était d'être assuré sur ce qu'on boit. Point. Le mec, il a surfé ça là-dessus. Je connais bien parce que, pour le coup, je l'ai à côté, enfin, je le vois régulièrement, le gars qui fait C'est ça. aussi la politique des viandes. Oui, mais ils l'ont pas fait pareil. Et bien, ils ont pas fait, ils ont fait apporter Et du 2 fois bien. moins cher. Hein? Et 2 fois moins cher, les viandes. Ouais, mais pareil, après ils ont changé les canaux de distribution. Vadevillers n'a pas été en premier dans la grande distribution. Vadevillers a été en restauration hors domicile. Au début, Vadevillers n'était que dans les restaurants et plutôt des restaurants haut de gamme. Et les gens qui ont apprécié cette eau-là ont demandé à l'avoir ensuite chez eux et ils l'ont acheté en grande surface. Complètement différent de tout ce qui a été fait avant. Alors après, on peut appeler ça du marketing, mais globalement, ils ont répondu à un besoin qui était à l'époque très important, c'est je ne sais pas ce que je bois. Et c'est quand même bête que les Nestlé Danone n'aient pas utilisé ce créneau-là. Ils l'ont fait après. Et ils ont apporté des canaux de distribution différents. Donc ils ont fait quelque chose qui était différent. Bah, pourtant, l'eau minérale, c'était banalisé. Hein. Non, mais ça, c'est super chic, les Vadevillers.